Bonjour et bienvenue dans le Cloud Screener, le gentil podcast nuagique. Moi, c'est Anthony Monté, fondateur du cabinet de recherche Cloud Mercato. Et en ce aujourd'hui, nous sommes avec Jérôme. Bonjour, monsieur Jérôme, comment vas-tu? Bonjour Anthony, ça va? Mais en fait, je t'ai répondu il y a 5 minutes. Pourquoi tu me redemandes? Je comprends pas. Non, on n'a jamais de coupure, nos introductions sont toujours parfaites, il n'y a aucun problème. Bon, je t'ai pas déjà posé la question 3 fois aujourd'hui, à vrai dire. Mais nous sommes aussi avec notre invité du jour. Bonjour Julien, comment vas-tu? Bonjour Anthony, bonjour Jérôme. Et tu lui as posé une Alors, question. Ça va super. C'est un ça fait plaisir plaisir de. d'entendre. Je crois qu'on a encore un décalage, Anthony, j'ai l'impression. Euh, mais ça fait plaisir de vous. Tant pis, on passe ça en montage. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Puis ça fait un moment que je te suis sur les réseaux, donc on a eu déjà quelques échanges. Et l'opportunité de faire un podcast ensemble, je me suis dit tiens, allez, on essaye. Yep, tout à fait d'accord avec toi. Alors, petite mise en contexte. On a souvent envie de donner un profil au cloud provider. Par exemple, si je prends OVH, on va dire OVH ne fait que de l'infra, alors qu'en réalité, ils ont une série de services d'IA dans leur catalogue. On va dire Azure, c'est fait pour les grandes enterprises, simplement parce qu'ils ont créé l'Active Directory. Et il n'y a pas de fumée sans feu, hein, cette catégorisation dans la conscience collective, ça vient pas de nulle part. C'est peut-être aussi l'angle initial d'attaque marketing qui fait ça. Comment est-ce que cloud provider s'est déclaré sur le marché? Et je me rappelle, il y a 10, 12 ans de cela, j'ai fait une petite flopée de certification chez Google à Paris. De quoi, Jérôme? J'entends que tu veux que je te raconte cette histoire. T'es bien curieux, ne t'inquiète pas, je vais te la raconter. Et donc, c'est pas ouf, hein. C'est basiquement, ça faisait pas énormément de temps que Google App Engine était sorti. Et pour ceux qui connaissent pas, App Engine, c'est basiquement, enfin, c'était un plateforme as a service qui faisait le café. Pas de souci là-dessus. Il avait comme promesse d'offrir un environnement de développement parfait pour les développeurs. Et j'en parle au passé en fait parce que il est pas dans le cimetière de Google à ce que je sache, mais pour moi c'est un Walking Dead, tu vois. Il est là, et il rampe, il y a encore des clients dessus, mais il mord plus trop quoi, tu vois. C'est les zombies à qui on a enlevé les dents. Bref. Et donc Google Paris invite ses partenaires Europe en France, dont moi, via la société pour laquelle je travaille. Et pour leur apprendre donc leur super pass. Et dans ce super pass, vraiment, il est stylé, hein. Il y avait déjà un object storage, il y avait plein de DB managés. J'en parle au passé, ça se fait pas pour eux. Il y avait plein de DB managés, il y avait des services de queue, il y avait BigQuery, et plus et plus et plus encore. Et donc, ce que nous explique Google Cloud Platform, GCP pour les anciens, c'est que Google, c'est le cloud des startups. Et donc, à part ça, les locaux de Google Paris, c'est stylé. Comme disent les jeunes Marseillais, c'est une dinguerie. Photomaton, Google Cloud Institute, bref, c'était fou. Mais c'est pas le sujet. Bref, en 2010, Google, c'est le cloud des startups. Et Si c'est on vrai revient qu'ils sont aujourd'hui, stylés, les locaux de en GCP. 2025, Franchement, beaucoup disent ils que sont c'est dans le j'étais cloud dans où un ils ancien vont hôtel parce que ils particulier. veulent pas d'AWS. Et oui, vous voulez pas d'AWS, donc vous allez chez Google. Et je dis pas qu'ils sont nuls ou quoi, mais c'est simplement que si AWS est capable d'éclipser IBM, Huawei ou plus encore, bah ils font aussi de l'ombre à Google. Et pourtant, si on regarde le catalogue de ce dernier, on a les 300 services qui sont disponibles chez les hyperscalers. On a des produits à haute valeur ajoutée, des features introuvables ailleurs. On a aussi le prix élevé caractéristique des hyperscalers. Et comme moi, Anthony Monté, je ne suis que votre humble benchmarker, j'ai pas vraiment un avis pratique sur l'utilisation extensive et quotidienne des produits. Donc j'ai fouillé dans mon petit LinkedIn, dans mon réseau, et là, pouf, j'ai trouvé Julien Cartini. Alors,
Julien Cartini, j'ai vu qu'apparemment celui-ci murmurait à l'oreille des ordinateurs. Donc, basiquement, il est là en ASMR, il parle aux machines, TCP et tout ça, là. Mais comme il est certifié Kubernetes et Google Cloud, bah, il a la touch, tu vois. Les machines, elles sont là, Julien et tout. Bref. Donc, je vous présente aujourd'hui Julien Cartini, qui est notre invité. Et bah, Julien, c'est le fondateur de The Cloud Whisperer et membre de la Team Grow. Et bah, pour commencer, Julien, j'aimerais te demander, est-ce que tu peux te présenter à nous? Euh, Merci pour cette intro, Tony. C'était Alors, dur, hein, déjà Jean. pour commencer, je suis pas certifié Google Cloud. J'ai passé les certifs Kubernetes, mais c'est vrai que je n'aime pas trop les certifs, donc je préfère d'expérience pratique. Alors moi, je m'appelle Julien Cartini. À la base, je suis un pur produit du système universitaire français, c'est-à-dire que j'ai fait, comme un bon élève, mes, mes, mes études dans l'informatique à Lille. J'ai fait une thèse. Je suis parti 1 an au Japon en postdoc. Je suis revenu, j'ai fait un premier poste à Limoges, puis après un autre à Lille. Et j'ai eu à travers ça la chance de bosser avec des gens absolument géniaux euh, sur la recherche pratique. Alors d'abord sur la carte à puce, après sur la sécurité, les systèmes de virtualisation. J'ai fait toutes mes classes en système, sécurité réseau à travers ces recherches. C'était passionnant. Et puis, j'ai toujours été un électron libre à la fac en termes de formation. Donc, chaque fois que je me disais, tiens, ça serait marrant que les étudiants apprennent ça, bah, je crée une formation, un cours, quelque chose. Donc, puis voilà, au fur et à mesure, j'ai aussi la chance de rencontrer beaucoup de personnes de la team MISC, le magazine de sécurité informatique, qui venaient donner des cours dans certaines formations et qui m'ont aussi beaucoup appris. Et bah, au bout d'un moment, tout ça a accumulé. J'ai commencé à prendre de la distance parce que j'en avais un peu marre de la fac. Le surcoût administratif devenait important. Et puis j'ai monté ma boîte, j'ai commencé à vendre des services de formation d'abord parce que c'était la chose la plus naturelle. Et en parallèle de ça, OVH a sorti sa première offre Kubernetes qui était en fait un dépôt GitHub avec du Terraform et du Ansible pour déployer Kubernetes au sein d'OVH, sauf que ça fonctionnait pas du tout et j'ai passé 2 mois, 3 mois avec certains de leurs ingénieurs à le tester à fond, ce qui m'a permis de faire mes classes sur Kubernetes. À ce moment-là, j'ai suivi son GCP. Et puis voilà, donc si on résume, j'ai eu la chance de faire un très bon background théorique et pratique sur beaucoup de domaines forts reliés au cloud. Et puis naturellement, j'ai basculé là-dessus. Ça me semblait logique. Et un autre point qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est le fait que de donner des cours chaque année, les étudiants, c'est un microcosme, c'est-à-dire ils représentent à petite échelle ce que tu vas rencontrer dans les entreprises en termes par exemple, de relations entre les équipes. Un de mes cours favoris avait été de créer un cours sur prendre un master de développement logiciel et un master d'infrastructure et de les faire en travailler ensemble pour faire du DevOps. Sauf qu'ils sont engueulés pratiquement le premier jour. Et j'étais là en train de regarder ça, je disais mais pourquoi? Et à minuit, ils s'engueulaient par ticket interposé au sein du Git, à effacer mutuellement leurs modifs. Et ça a été une super expérience parce que c'est là que j'ai réalisé que, attends, il y a aussi un aspect humain qui est super important. Ça, je l'ai découvert vers 2015-2016 lors de ces premiers cours. Peut-être un peu plus tard. Peut-être 2018. Et ça, c'était une expérience passionnante parce que c'était sur les interactions en permanence avec les étudiants. Et voilà. Et donc, voilà, c'est un peu mon parcours. Aujourd'hui, je fais principalement, je suis passé par plusieurs vagues, d'abord sur la formation, ensuite sur l'expertise Kubernetes. Et maintenant, je garde cette casquette expertise Kubernetes qui est très réclamée. Et en parallèle, je voulais développer, en parallèle, les clients, surtout depuis 2020, il y avait à chaque fois que j'allais faire un client chez GCP, il me tendait sa facture et il disait, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce langage? Et je réalisais que personne comprenait le principe de billing. Donc ça m'a vachement intéressé parce qu'au final, en fouillant un peu,
on comprend qu'il y a une base technique et puis dessus il y a un modèle de pricing, de business et quelquefois ça n'a rien à voir les deux. C'est juste fascinant à regarder quelquefois où ils te font payer un truc où tu dis ah mais ça vous coûte 1000 fois moins cher, bah ouais. Et voilà. Et au fur et à mesure j'ai aidé des clients pendant pratiquement 4 ans. C'était pas ma mathématique principale, mais à chaque fois ça revenait régulièrement. Et au bout je crois, alors sur la partie d'aider les clients sur leur partie FinOps, en plus de ma mission originale, j'ai dû en avoir à peu près une trentaine. Et à un moment, j'ai dit, mais je cherchais, bon, il y a aussi le marché qui a bougé, et à un moment, je me suis dit, attends, généraliste Kubernetes, bon, c'est sympa, j'adore ça, mais c'est peut-être pas mon truc. Et je voyais qu'il y avait un besoin là-dessus, comme c'était rigolo et qu'il y avait un besoin, c'est pour ça que j'ai pris l'objectif de dire, tiens, je vais tester ça, ça m'amuse bien, et je vois vraiment que tu peux, un des gros avantages, typiquement quand j'ai fait de la sécu, quand on va voir la sécu dans les boîtes, les gens, la première chose, c'est de dire, mais ça va nous coûter combien et ça va nous rapporter combien. Et la sécu est une horreur pour ça. Et pourtant, c'est utile, hein, mais tant qu'ils n'ont pas, je dis souvent, tant qu'ils n'ont pas eu d'incident, ils vont dire, bah, non, ça ne coûte pas grand-chose. On va pas mettre beaucoup dedans. Quand ils ont eu un incident, bizarrement, là, ils mettent du billet. Et tandis que le FinOps, tu peux vraiment dire, voilà, j'ai travaillé 3 jours pour vous m'avez payé tant pour cette mission, vous avez économisé ça, sur un mois, ça fait ça, sur une année, ça fait ça, voici mon ROI. Et ça, c'est un truc qui tape fort parce que c'est dire, ah, voilà, je sais pourquoi je l'engage. Et j'aime bien ce fait que tu délivres comment dirais-je, tu délivres une valeur chiffrée. Ça me semble important. Parce que c'est pour ça qu'on t'a recruté. Et quand tu es capable en plus de chiffrer ton apport, je pense que c'est vraiment important. T'as apprécié l'eau, elle était à bonne température. Mais tu te vois pas aller voir d'autres cloud providers? Alors j'en ai fait d'autres, c'est plus l'inverse. C'est que j'ai réduit le scope au fur et à mesure, j'en ai testé plein. Je parlais dans un post récemment de Scalaway OVH. J'ai fait récemment Onios. Oui, je sais plus quel est le nom exact. Yonos. Ionos, Ouais. merci. J'ai essayé Eisner il y a pas longtemps. J'ai fait les grands classiques AWS, Azure, et j'ai même fait de l'IBM pendant un moment, ce Mhm. qui m'a convaincu qu'il fallait pas que je continue. Peut-être le seul que j'ai pas testé qui revient régulièrement, c'est Oracle, Ouais. et qui, pour l'instant, voilà, j'en ai testé plein et à un moment j'ai dit bon, j'aime bien Google. Enfin, foncièrement, j'aimais bien leur philosophie au départ. Moi, j'ai été un des premiers à avoir une adresse Gmail en France. Tu vois, c'était le genre, ce qu'on raconte souvent sur Google, c'est que quand je raconte à des petits jeunes Google pourquoi ça a eu cet impact, c'est de dire, mais vous imaginez pas comment c'était avant. Je sais pas si toi, Anthony, Ouais. tu te souviens Alta Vista ou des choses comme ça, ou Yahoo Search, et tu ouvrais 15 liens pour chercher une Multimania? info. Et, pardon, Lycos, Multimania? Lycos? Multimania, ouais, Lycos. Mais je m'en souviens, à l'époque, j'avais accès à Internet via la fac, sur des grosses scènes en noir et blanc, où le navigateur mettait moins de 6 minutes à charger. Je jure que c'est vrai. Et, et tu cliquais sur 20 liens, et au bout d'un moment, tu tombais sur le truc qui t'intéressait. C'était fou, c'était inefficace. Ça existait, quoi. Quand Google est arrivé et que le premier lien, 90% du temps, il était bon, tu faisais waouh. Et Google avait en plus une philosophie à l'époque qui n'existe plus, qui a disparu de leurs documents, mais qui était Don't be evil, ne soyez pas méchants, ne soyons pas méchants plutôt. Moi j'aimais bien, et leurs produits étaient bien foutus, et ils sont toujours bien foutus dans un certain ordre de grandeur. Donc moi j'ai bien aimé, et quand je suis allé voir les autres, AWS a eu la chance d'arriver le premier sur le marché des cloud providers, enfin sur les hyperscalers, euh, mais je trouve leur plateforme complexe. Il y a, mais le problème, c'est aussi qu'ils sont arrivés premiers. Donc, ils n'ont pas réussi. Au début, tu n'arrives pas à prendre un certain niveau d'abstraction. Tu ne poses pas ces questions. Tu essayes de déployer des services. Et ça donne, je trouve, quand même une plateforme qui est complexe. Le niveau de granularité est trop fin. Par contre, ils ont un avantage, un catalogue qui n'existe pas chez GCP. Ça, faut être bien clair. Un des grands classiques,
c'est un exemple. C'est quand tu veux juste un petit service VPN pour connecter à tes services, il y a rien chez Google. Alors que tu t'es un nouveau client, tu dis bon, on va installer un VPN, allez hop, je déploie l'OpenVPN, je déploie le Tapescale, alors que tu devrais pas gérer ce genre de trucs. Et de l'autre côté, Azure, j'ai eu que des problèmes avec Azure. J'en ai encore un. Je n'arrive plus à me connecter sur Azure avec mon compte pro et je sais pas pourquoi. Et il me dit, ce compte pro appartient à un tenant qui n'existe plus. Mais qui est-il? Qu'est-ce que se passe-t-il? Et ça a été des batailles avec Azure en permanence. Je me suis beaucoup documenté à un moment pour essayer de comprendre. Et j'arrive au fait qu'ils ont voulu croître très vite et la qualité n'est pas là derrière. C'est une opinion personnelle. Par contre, ce qui est formidable chez Google, c'est qu'ils ont une équipe de commerciaux qui est installée partout, qui sont installés partout. Et les équipes ont déjà leurs entrées dans 20 ou, enfin, dans pratiquement tous les gros comptes sans problème, grâce à l'existence d'Active Directory. Et aujourd'hui, ils sont, grâce à cet héritage, en train de migrer vers le cloud. Et ça, c'est leur force. Et de façon commercialement, Microsoft a toujours été extrêmement bon sur ça. Alors, ça se reflète, personnellement, je trouve que ça se reflète pas dans la qualité de leurs produits. Et je parle, tu sais, je suis l'ancien Linuxien qui crachait sur Microsoft à la fin des années 90, au début des années 2000. J'ai passé cette étape, mais aujourd'hui, j'ai beau faire des efforts sur Azure. Non, j'y arrive plus. Donc, à un moment, je me suis dit, voilà, je comprends. Enfin, à un moment, on arrête de se taper dessus, quoi, tu vois, c'est bon. Et j'essaie de faire un bon équilibre. Il n'est pas parfait, mais en termes de conception, j'aime bien. En termes par exemple, sur la partie sécu, je pense que c'est la partie hyperscaler sécu sont les meilleurs. Tous les trucs qu'ils ont avancés, les workload identity par exemple, leur modèle de sécurité bien plus clean que celui d'Azure. Tu as des jetons d'autorisation dans tous les sens. Et AWS a un peu moins ce problème, mais ils ont eu un système de permission auquel dessus ils ont collé un nouveau système pour gérer les droits. Et ça reste quand même une certaine complexité. Quand à un moment, je trouvais un produit où les personnes faisaient de la recherche par contrainte, donc un truc de recherche bien compliqué, pour savoir est-ce que les droits étaient correctement définis par rapport à une politique de sécurité. Et tu te disais, mais pourquoi on en arrive là à chercher avec un solveur de contraintes? Voilà, c'était un solveur de contraintes. Donc voilà. Maintenant, je dois taper un peu sur Google, et j'en parle beaucoup dans mes posts sur LinkedIn, c'est que le marketing, les sales ont pris le pouvoir, je pense, chez Google, principalement pendant et après le Covid. Et aujourd'hui, on voit des choses sur la réorganisation, le fait qu'il y a des choses qui passent de plus en plus payantes, le modèle de pricing, les dark patterns dans la UI entre guillemets, pour t'inciter à faire certains choix qui vont se révéler plus chers sur le long terme. Ça, c'est tout le temps. Et c'est de plus en plus, c'est peut-être le truc qui me déçoit le plus avec Google, Google Cloud. Même si je reste à dire, OK, là, moi, je suis plus performant sur les plateformes et je pense je pense que Google et moi, on colle bien sur la partie technique, moins sur le reste. Ok. Et du coup, quand tout à l'heure je disais que avant Google c'était le cloud des startups, toi tu vois ça aussi? C'était il y a 10 ans pour moi ça. Ouais, alors, il y avait un graphique qui tournait sur LinkedIn. Je ne sais pas s'il est vrai. J'ai demandé à ChatGPT de me faire des recherches dessus et il m'a pas sorti les mêmes chiffres. Donc je prends l'hypothèse, mais je prends l'hypothèse que le graphique que j'ai vu est vrai. Il y avait un graphique qui disait que si tu prenais le chiffre d'affaires d'AWS et tu le divisais par le nombre de clients, le revenu par client était plus bas chez AWS que chez les autres. Ils sont arrivés premiers, AWS, et ils ont un truc, c'est que ils ont un service client qui est largement au-dessus des deux autres. C'est-à-dire qu'ils ont un mindset
qui est le client d'abord, qui vient d'ailleurs que j'ai lu récemment de certaines directions qu'avait donné le patron d'Amazon. Le Monsieur nom ne me Bezos? revient plus. Ouais, Jeff Bezos, merci. Et moi, je m'en souviens, à un moment, on m'a proposé de prendre la tête d'un centre de relations clients ici dans le nord de la France pour AWS. Alors, j'ai suivi le process un peu et je voulais regarder. Et une des premières questions, c'était est-ce que ça te pose pas le problème d'aller bouffer avec des clients tous les midis? On paye la note. Alors, j'ai dit bon, ça allait. Mais c'était un truc et ils m'ont expliqué, tu vas voir quel est leur problème, tu vas voir comment tu peux les aider. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, en tout cas dans cet ordre de grandeur. Chez Azure un peu, malheureusement c'est Google, c'est pas, ça change, mais ils ont plutôt tendance à avoir des partenaires privilégiés, qui sont des grosses entités, et elles viennent avec quand même déjà un agenda quand elles viennent t'aider, entre guillemets. Là où ce côté AWS, c'était comme je bosse pour AWS, je vais essayer de t'aider au maximum. Donc Ok. là, j'essaie de me souvenir de ta question. C'était, est-ce que Google te paraît être le cloud des startups? Euh, Après, moi, c'est euh, la définition que je voyais il y a 10 ans. Et c'était justement parce que ils étaient, à ce moment-là, ils arrivaient un peu en retard par rapport aux autres. Et du coup, ils disaient à toutes les startups, mais venez chez nous plutôt que les autres. Moi, c'est le sentiment que j'avais à ce moment. Bien que leurs produits étaient super bons, ouais, pas de souci. Moi, je pense que les deux, AWS beaucoup moins Azure, mais AWS et GCP sont des boîtes de start-up, sont des hyperscalers qui incitent les start-up à venir. Je pense qu'aujourd'hui, avec les secteurs de spécialisation, notamment sur la data, sur la sécurité, GCP a des secteurs de start-up qui lui sont, entre guillemets, plus favorables. Mm. Maintenant, c'est plus une raison, par exemple, aujourd'hui, une des choses qui m'a fasciné le plus sur ces 3 dernières années, c'est comment Google a complètement loupé le virage des LLM, des chats GPT, où tu te dis, mais ça, tu imagines que c'est cette boîte qui aurait dû le sortir. Et il y avait des discussions, il y a eu beaucoup de dits et non dits que des proto-équivalents étaient déjà dispo au sein de Google. Mm. Euh, mais il reste quand même cette idée que la data, l'IA, pour des raisons plus historiques, je pense, c'est quand même Google. Enfin, moi, je perçois ça comme ça. Peut-être que d'autres personnes le perçoivent de façon différente, mais dans la Mm. perception que j'ai de Google, ils ont toujours communiqué sur, voilà, euh, type Deep Research, là, je ne sais plus le nom, Ouais, ou ouais, ouais. Avec AlphaGo et ce genre de choses, il y avait c'est ça, toujours un Google qui était dans le coin avec c'est DeepMind ça. et tout. Ouais. Clairement, ouais. Donc, Je suis d'accord avec toi, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont loupé ce virage-là, en fait. J'ai pas l'impression qu'ils l'ont loupé parce que, en fait, pour moi, Google, ils préparent leur nouvelle stratégie web, qui est celle de dire, bon, on n'a plus le droit aux cookies, mais on va trouver une solution pour vous traquer sans. Et aussi de remodeler en même temps la manière dont on cherche et dont on trouve ce qu'on cherche, quoi. Et dans tout ça, je pense que c'est un petit peu comme Apple. Il n'y a pas besoin de se presser, en fait, hein. Les autres, faites vos LLM, faites vos trucs. Nous, on fait nos trucs en sous-marin. Et à la fin, imaginons pour moi, dans le meilleur des mondes de Google, dans 3 ans, ils te sortent un nouveau type de moteur de recherche boosté, même pas boosté à l'IA, ce serait plutôt une IA qui fait moteur de recherche et qui est propulsé par les TPU de Google, parce que Google a son hardware pour accélérer ce genre de calcul. Donc ils ont juste à propulser, s'ils le font pas déjà aujourd'hui, leur IA par des TPU. Ils consommeront beaucoup moins, ils auront leur propre hardware qui coûtera beaucoup moins cher et patati patata. Donc je pense pas qu'ils sont en train de louper le truc. Je pense que ils nous sortent des cacahuètes, tout ça avec Gemini et Gemma, histoire que de dire qu'ils ont fait des choses et que les investisseurs se disent pas what the fuck. Mais un peu comme Apple, quoi. Vous êtes obligé de sortir un truc, mais en fait, vous vous en foutez de tout ce qui peut se passer en IA, c'est pas vraiment votre truc. Vous êtes juste c'est obligé de suivre intéressant. le move. Après, C'est c'est ma intéressant ce vision, que tu c'est ma dis. vision de truc. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est vraiment intéressant. Parce que c'est vrai que moi, je touchais à l'Oreille Studio récemment.
et surtout qui vendaient ça comme un système qui était capable de modifier les images, mais qui donne des résultats très moyens. J'ai vraiment l'impression que ils ont une très bonne équipe de recherche. On va faire du LLM. Mais une fois que tu as fait du LLM, à la fin, tu as une expérience cliente. Et ChatGPT, je pense que derrière, et d'autres moteurs anthropiques, des choses comme ça, ils ont derrière dire, OK, comment on va amener le résultat de façon moins brute, comment on va l'articuler. Il y a énormément de façons de faire entre le résultat les infos que tu envoies au LLM et ensuite comment elles te sont délivrées. Il y a eu un travail, je dirais, d'analyse sur la façon dont c'était fait au niveau avec la relation avec l'humain qui sont bien meilleurs. Les Gemini de Google, ils sont un peu bruts. Alors, ils sont ultra efficaces sur certains aspects, sur certaines tâches, et ils sont vraiment pas chers par rapport à d'autres. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu viens de me dire. Je me dis tiens, c'est intéressant son point de vue parce que ça me raccorde à cette idée que finalement les produits qu'ils sortiraient actuellement en termes d'IA grand public, ben c'est pas tu vois, ils Pas disent les voilà, talents de c'est peut-être Google. l'objectif. Au niveau level de ce qui pourrait nous sortir dans d'autres machins, je trouve que Voilà. c'est pas au niveau de Google, comme tu disais. Ça devrait être Google qui lit le truc, mais ils sont pas dedans. C'est parce qu'en Ouais, fait, c'est clair. C'est intéressant, c'est intéressant. Et ouais, c'était intéressant Et, comme remarque. et pour en revenir à la question que je te posais tout à l'heure sur Google est-il le cloud des startups, du coup, je pourrais retourner un peu la question et te demander, aujourd'hui, moi, ce que j'entends, après, c'est que mon expérience personnelle qui navigue parmi les clients et dans les salons comme je vais faire demain, mais j'entends beaucoup dire que les, les gros clients de Google, c'est ceux qui ne peuvent pas se permettre d'aller chez AWS pour X ou Y raison. Typiquement, je suis Carrefour, j'ai pas envie d'aller chez AWS parce que j'ai peur que Amazon ouvre des boutiques en France et que à un moment donné, je finance mon concurrent. Mm-hmm. Typiquement. Et est-ce que toi, tu vois ça un petit peu chez les clients? Est-ce qu'ils ont ce goût de je, je veux un hyperscaler type AWS, mais je peux pas avoir AWS, ou simplement la marque aujourd'hui, on peut même parler de peut-être que les gens ont horreur de Jeff Bezos, j'en sais rien. Mais est-ce que tu as ce sentiment chez les clients que Google est le plan B parce que le plan A n'est pas dispo à ce moment-là? Non, en général, je le sens pas. Je sens plutôt aujourd'hui, je pense que quand on parle data, ils ont réussi à avoir une image extrêmement favorable. BigQuery est dans beaucoup, ils sont en train de centraliser énormément de choses dans BigQuery et le produit est bon. Ouais, Le produit est ouais, vraiment très bon, quoi. Euh, Ça, c'est un des points. Deux, ils ont aussi cette image qu'ils ont acquis avec Kubernetes, ouais. qui était à la base une solution open source développée chez eux à partir de l'historique de toutes les expérimentations et de leur propre orchestrateur qu'ils avaient développé en interne. C'est d'ailleurs ça se sent quoi. C'est toujours la question qui est il y a eu Docker. Pourquoi Docker aujourd'hui c'est pas ce qui se trouve en production? Parce que Docker ils sont arrivés en disant on va améliorer l'expérience développeur. Kubernetes et Google ils disaient non. Quand on fait de la production c'est ça. Et ils ont fait très fort à cause de ça. Ça a acquis parce que ils n'avaient pas ce mindset qui était uniquement l'expérience développeur. Enfin, ils avaient d'ailleurs ce défaut qui n'était pas l'expérience développeur. Et c'est toujours ce clash entre Docker et Kubernetes, entre les devs et la prod. Ben voilà, aujourd'hui, il y a encore un monde. On essaye de combler à droite, à gauche. Mais voilà, ça n'a pas forcément marché. Il y a toujours cette séparation, ces deux mondes. Voilà, je cherchais le terme. Clairement. Et voilà, sur Kubernetes, sur la data, c'est ce que j'entends. La solution Ouais. Kubernetes, j'ai des critiques dessus, mais elle est fiable. Et ouais, je pense que c'est ce que j'entends. Je réfléchis au niveau de mes clients et voilà. Et après, quelquefois, ce sont des choix aussi sur, tu as certains métiers sur le retail, par exemple, qui sont peut-être anti-AWS, mais il y a aussi des offres un peu orientées retail, c'est Google, qui peuvent potentiellement les intéresser, même si ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas confirmer. Je sais qu'ils ont un produit, mais j'ai vu aussi que, oui,
il y a des retailers, notamment ici dans le Nord-Pas-de-Calais, puis il y a tout ce qui est la famille Mullier. Et la famille Mullier, c'est Auchan, c'est Decathlon, c'est Leroy Merlin, et Ouais. c'est un des gros fournisseurs d'emploi de la région au niveau IT. Et ils sont tous en train de migrer chez GCP. Il y en a qui sont encore chez AWS. Azure, je réfléchis, je ne le vois pas trop. Et il y a cette discussion, par exemple, Decathlon, je sais pas comment ça a évolué, Decathlon était chez AWS pendant pas mal d'années, ce qui est paradoxal. Ouais. Donc, Et ouais, ça a j'entendais tout le changé. temps qu'ils migrent chez GC, pareillement pour Decathlon. T'entends partout qu'ils migrent chez GC. Et je crois qu'ils ont aussi un bout d'IBM, forcément, vu qu'ils doivent avoir un AS400 ou un truc comme ça, quelque part Plus pour les d'un, à mon avis, pièces. plus d'un. Je crois qu'à l'IUT de Lille, il faisait encore il y a quelques années des cours d'AS400. Ça expliquerait pourquoi. Toujours un besoin, toujours un Pour besoin. le marché Ça local. s'arrêtera jamais. Et du coup, toi, c'est quoi la définition que tu donnerais de GCP? Si tu devais en donner une relativement courte. Je dirais, d'abord, c'est un cloud homogène. C'est vrai, c'est très vrai. L'architecture est vraiment homogène et ça permet vraiment de pouvoir raisonner facilement. Qui ne couvre pas tous les besoins, mais quand on fait quelque chose, on le fait bien. Je dirais, quand, à mon avis, la décision Gold Cloud a été ça, qui se sont orientés massivement vers la data. Ils ont une réputation dessus. Ouais. Et Kubernetes. Parce qu'aujourd'hui, tu sors de data et Kubernetes, c'est quoi les produits leaders de JCP? Moi, franchement, depuis le début, j'adore BigQuery. Ouais. J'ai passé ma certif dessus. Il m'en fout, BigQuery. Je me rappelle, c'était il y a 10-12 ans. Les gars, ils nous disaient, alors, téléchargez un dump de Wikipédia, parce que tu sais, les dumps Wikipédia, ils sont dispo c'est des backups, ils sont dispo toutes les semaines, tous les je sais pas combien de temps. Download un dump, mets-le sur ton object storage, et BigQuery, il pourra prendre ton tar GZ et lancer des requests SQL dessus. Ça m'a rendu fou. On était en 2010, tu peux taper des requêtes SQL sur ton dump. Donc, moi qui étais développeur Django, ouais, l'écosystème de Google App Engine était fou, mais BigQuery, jusqu'à aujourd'hui, comme tu dis, il a pas cessé d'évoluer. Il est complètement sorti de App Engine, de toute façon, et le produit est complètement dingue. Après, il me semble qu'il y a des choses équivalentes sur Azure. Il y a pas mal de choses équivalentes pour la gestion de gros datasets sur Azure. Et sur AWS, ils avaient commencé à faire un SQL sur CSV ou JSON, quelque chose comme ça. Et ils ont déplacé le service autre part. C'est plus nativement S3, il me semble. Mais BigQuery, pour moi, je sais pas s'il y a un équivalent quelque part dans le monde, en fait. Snowflake. Snowflake, mais c'est un autre coût. Oui, exactement. C'est pas la même Oui, façon de facturer. Voilà, tous les deux peuvent être chers. Surtout quand, mais par rapport au coût, là, t'as une équipe de 5-6 data scientists, ils dépensent 3000 euros chez BigQuery par mois. C'est rien par rapport à, tu vois, la masse de données qui sont lues. Là, c'était 500 téras de données traitées, avalées par BigQuery au cours du mois. Ça leur coûtait, c'est ça, 3000 euros, un petit peu plus peut-être. C'est pas excessif par Parce rapport à qu'ils la font ça force. intelligemment. Alors, Parce qu'ils le ça, font par contre, intelligemment. c'est important. Alors, je publie beaucoup sur ça parce que il y a quelques semaines, un mec a sorti un truc en disant j'ai payé 100 000 euros pour 3 requêtes à BigQuery. Et je lui disais, oui, c'est normal, mais c'est intéressant. Par exemple, BigQuery, c'est une base de données analytique, mais tout le monde la voit comme une base de données SQL, puisque il y a le langage SQL qui est dispo dessus. Donc, ils s'attendent à dire, where, limite, ça va me permettre de limiter. Non, c'est une base de données analytique. À la base, Google, il voulait avaler les 300 milliards de clics qu'il y a eu aujourd'hui, chiffre possible. Ouais, et c'était à l'ère du big data en plus.
voilà, 300 milliards de clics. Est-ce que tu pourrais me donner tous ceux qui voulaient acheter les chaussettes à partir de ces clics? Bon, j'exagère, mais tu vois, c'est ok. Je vais vous traiter toute la donnée. On va pas chercher l'utilisateur 48 321 jeudi. Est-ce qu'il a acheté une paire de chaussettes vertes? On s'en fout. Tu vois, c'est une masse. Et quand tu fais une lecture sur BigQuery, par défaut, ça avale toute la donnée parce que le système, il n'y a aucun indexation ou filtrage à partir de la donnée. Toute la donnée est envoyée au traitement et c'est le traitement qui va commencer à opérer. Et ça, c'est quelque chose. Alors après, il y a des solutions d'optimisation, mais c'est parce que tout le monde s'attend en disant BigQuery, c'est une base de données SQL hyper rapide. Non, c'est pas une base de données, c'est une base de données analytique d'abord. On peut l'utiliser comme base de données SQL si les données sont petites, mais quand les données grandissent, il faut connaître le modèle de fonctionnement. Et en général, il faut que l'équipe connaisse un peu, quoi. Ouais, même au-delà de... Enfin, tu peux en faire une base de données SQL, mais n'imagine pas mettre BigQuery en database pour ton site web lambda. C'est pas le sujet, là. C'est pas du tout. Vraiment... La base de données SQL, elle est là pour ton 3 tiers, et à côté, tu rajoutes un BigQuery pour faire ton analytique. Oui, je suis d'accord avec toi. Jérôme, toi, quelle est la définition que tu donnes à Google Cloud, tiens? Google Drive, tu veux dire? Oui, le cloud, tout à fait. C'est le cloud de Google, le premier cloud. On ne l'oublie pas. C'est là que je mets Google Doc. Voilà. C'est tout. Ok, C'était précis. ok. Non, tout à fait. C'est ton expérience utilisateur. Je peux absolument pas la nier, quoi. C'est chez Google, tu tapes drive.google et effectivement, tu tombes sur leur solution cloud. Hein. Donc, Voilà. rien à dire. T'as Nickel. 10 sur 10 euros. Et sinon, est-ce que tu as des questions? Ouais, j'ai des questions. Je sais pas comment trop la formuler, mais qu'est-ce qui fait que les entreprises gaspillent autant d'argent? Alors, est-ce que c'est du gaspillage déjà? Et ouais, qu'est-ce qui fait qu'elles gaspillent autant? Parce que ça a l'air assez récurrent. Le problème aurait pu être résolu à force d'expérience récurrente, justement, et au niveau mondial. Pourquoi autant de tunasses jetées en l'air à foison? Alors, c'est une super question. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y en a un qui est classique, qui est le fait de dire, on a des services, mais finalement, on ne sait pas comment il nous est facturé derrière. C'est du transfert réseau, ici c'est de la lecture sur disque, ici c'est parce que tu as activé ça. Et encore, je trouve, à ce niveau-là, le système assez transparent va avoir des personnes qui gèrent des parcs Oracle, de database Oracle, où tu as des spécialistes Oracle qui viennent pour réguler les factures et qui disent oui, mais vous avez activé ça, ça, ça. Et comment on l'a activé? On n'a rien touché. Si, vous l'avez activé, regardez, vous avez fait cette requête et vous avez utilisé ce mot-clé. Et même si le système par rapport à Oracle, le système de billing, de recherche, la transposition du billing est pas trop mal. Le problème derrière, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une correspondance technique entre un aspect technique et un modèle commercial et un modèle de business. Et ça, tu passes des heures sur le pricing model. Il y a ça, il y a ça. Là, il y a un post qui va être publié demain où tu as un post LinkedIn, pardon, où un de mes clients que j'ai rencontré hier me disait on a été obligé de migrer toute notre infrastructure, tous nos datasets BigQuery de cette région à cette région parce qu'il y avait une propriété particulière dans la façon dont les buckets etc. étaient gérés. C'est quelque chose que personne savait. C'était uniquement les personnes qui travaillaient chez GCP savaient qu'il y avait ce comportement spécifique. Tu vois, c'est quelque chose, tu vois, là, c'est quelque chose où même en connaissant le modèle de prix, même en connaissant l'aspect technique, en essayant de trouver la relation, tu as même des petites astuces qui arrivent ici qui ne sont documentées nulle part. Et donc ça, première chose, c'est la méconnaissance de comment ça fonctionne en dessous. Voilà. SQL, moi, BigQuery, ça fonctionne en SQL, blabla. Non, le modèle pricing derrière, c'est en fonction de la donnée que tu charges. Comme il charge toute la donnée, ça fait beaucoup. Et
et c'est la subtilité que je parle, je ne veux pas la détailler ici, mais dans le poste de demain, c'est en plus, tu as des propriétés spécifiques dans le cas, en fonction de la région, en fonction de ta location, quand tu charges les données de ton Google Cloud Storage, le gros Google Drive, comme tu disais tout à l'heure, vers BigQuery. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a, et encore une fois, je jette pas la pierre, quand je faisais ces cours entre des masters de développement enfin, master de développement back-end et un master qui était plus orienté infrastructure, Ops, DevOps, sécurité, etc. Le mindset, comme on dit, des développeurs, c'est je build quelque chose. J'ai déjà assez de problèmes. Je suis en train de me poser des problèmes sur l'architecture logicielle. Je suis en train de me poser des problèmes sur travailler avec d'autres personnes. Si on arrive en disant « Oula, ça va coûter cher, tout ça. Oui, mais déjà, j'ai la sécu derrière. J'ai j'ai des aspects atomiques. Comment je garantis certaines propriétés, par exemple d'idempotence. Quand tu construis un produit, tu as déjà une charge mentale qui est super importante. Si en plus, il y a un gars qui arrive qui dit oh, « ça coûte trop cher, on va te réduire ça », forcément, à bout d'un moment, tu vas dire, attends, mais est-ce que j'aurai assez de mémoire? Mais attends, est-ce que j'aurai assez tu commences à te mettre une pression supplémentaire. Donc, il y a ce côté où les gens buildent, et je trouve ça normal qu'ils disent à un moment, on va builder. Il y a un responsable qui doit garder l'œil sur la facture. Mais commencez par ajouter de la charge mentale. Au bout d'un moment, vous avez des crédits gratuits, vous avez un budget. Quand vous atteignez un seuil, vous dites, bon, attends, on repose ça. Et on prend un temps avec un expert tel que moi, bien sûr, mais aussi en interne. Ok, remettons-nous en question, essayons de voir où est-ce qu'on pourrait améliorer les choses. Mais pour moi, je suis plutôt de l'école de dire, gardez un œil sur la facture, mais concentrez-vous sur créer un produit, ou améliorer-le, ou stabiliser-le. Ouais, en fait, des fois, moi, en tant que newbie, ça me fait penser un peu à un mix entre un avocat et pas le fouillard, et un conseiller en gestion de patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a des vides juridiques. La loi est devenue tellement complexe, la fiscalité est devenue tellement complexe que il y a des vides juridiques, il y a des vides, je sais pas comment on va dire, fiscaux, etc. Il permet d'optimiser le truc. Ouais. Ok. Tout à l'heure, je sais plus si c'était en off, mais bon, je pense pas que je vais dévoiler un truc incroyable et confidentiel. Tu disais que t'étais pas ouf chaud des certifications et t'étais beaucoup plus pour le terrain, quoi, comme c'est qu'on dit. Mettre les mains dans le cambouis. Du coup, d'un autre côté, t'as un doctorat. Alors, est-ce que c'est le doctorat qui t'a sevré de ça, du côté trop académique, ou pas du tout? Ou est-ce il y a un petit côté dichotomique que je vois qu'on dit, hein, mais, là-dessus. Alors, bon, je vais me mettre en avant encore une fois. Alors, j'ai pas seulement un doctorat, c'est que j'ai passé aussi une habilitation à diriger la recherche. Et pourquoi outre l'ego qui voulait exprimer ça, il y a un truc, c'est que justement, si tu regardes les deux documents qui sont ma thèse et mon habilitation à diriger la recherche, elles sont totalement différentes. Alors, outre que le format du document est différent, la façon dont tu écris ces deux documents est complètement différente. Ça, c'est un truc purement académique. L'habilitation à diriger la recherche s'est concentrée sur un résumé de tous les travaux qu'on avait effectués à l'université de Limoges sur les attaques sur carte à puce. Et donc, on est extrêmement pratique. On a une méthodologie scientifique, mais on est extrêmement pratique. Ça veut dire que là, c'était du terrain. C'était des nuits. C'était pas moi qui le faisais, c'était les étudiants, mais je me souviens des étudiants qui ont passé des nuits à essayer certaines de nos opérations. Voilà, ça c'était du terrain, même si c'est exprimé au sein d'un document académique. Ma première thèse là, par contre, c'est du pur académique avec un gros simulateur, avec des formules, des trucs rigolos. Donc pour revenir, c'est plus dans la certification, le problème c'est plus le côté case à cocher. J'en ai fait une qui était Kubernetes pour deux raisons. La première, c'était qu'à l'époque, je commençais à vouloir changer d'orientation. J'étais encore à la fac, mais je voulais rayonner un peu plus en termes de l'apport que je pouvais fournir. Et je me suis dit, tiens, Kubernetes, j'aime bien, mais personne dira, ah, Kubernetes, c'est Julien.
Donc c'est pour ça que j'ai fait cette certif. Et elle était extrêmement rigolote. Elle est speed, ça veut dire qu'on te fournit des 30 ou 40 questions, t'as un shell qui est connecté à un ensemble de clusters Kubernetes. Je sais plus quelle est la durée. Elle est intense. Mais elle était super intéressante. Et quand je vois, parce que encore une fois, je les ai pas testés, mais par exemple, quand j'ai testé des simulations de certif GCP, en tout cas celles de base, peut-être que celles d'au-dessus sont meilleures, bah, tu te retrouves avec des cases à cocher et on va te poser des questions quelquefois sur des détails techniques où tu dis mais c'est pareil que l'éducation en France. Tu savais pas que c'était 1024, hein, t'as marqué 2048. Mais on s'en fout. La doc, elle est disponible. J'aurais rencontré ce problème, je l'aurais résolu. Ou j'aurais peut-être pas pris, je l'aurais découvert au fur et à mesure. On s'en fout que c'est 1024 ou 2048. Bourrage de crâne un peu, ouais. Ouais. Mais c'est pareil en Kubernetes. Tiens, c'est super intéressant. Kubernetes, si tu l'apportes, si tu arrives en disant, je vais apprendre l'API Kubernetes, je vais faire un beau truc Kubernetes, je vais faire les certifs officiels Kubernetes. Non, apprends Linux. Parce que Kubernetes, c'est juste un truc au-dessus de Linux. Et tous les mécanismes sous-jacents, les conteneurs avec les cgroups, les namespaces, les chroot, les mécanismes pour tuer les processus, les mécanismes de routage de réseau qu'utilisent les fameux CNI. Tout ça, c'est que du Linux. C'est juste un gros truc au-dessus de Kubernetes, c'est juste un ensemble de binaires qui instrumente un Linux ou une série de Linux. C'est juste ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai été beaucoup plus efficace en raisonnant Linux qu'en raisonnant pure API Kubernetes. Alors, j'ai eu la chance de dire que je suis tombé dans le bain Linux grâce à un collègue de ma belle-mère vers 98. Et ça m'a beaucoup aidé à en avoir fait maintenant pratiquement 27 ans. Et c'est pour ça que je suis efficace en Kubernetes, où je suis capable d'aller fouiller des détails techniques très deep et dire ah oui en fait derrière c'est Kubernetes qui a, tandis que l'abstraction offerte c'est Linux qui fonctionne comme ça. Voilà. Et donc pour revenir au point de ta question, c'était à la base oui je suis un pur académique, mais au fur et à mesure moi j'ai toujours appris d'abord parce que je pense que j'ai plus appris en termes techniques à cause des étudiants. Parce que quand Challenge. tu fais du Java ou du Python, que tu leur balances un projet, tu passes derrière chaque ordi et tu fais comment il est arrivé là? Cette erreur, c'est quoi? Et ils te regardent en disant, vous savez la réponse, monsieur. Et là, tu fais, ouais, attends, laisse-moi T'es une censé seconde. l'avoir, ouais. Et le mot-clé, Automatiquement. tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Quelquefois, ils te trouvent des trucs de dingue. Et de l'autre côté, il y a aussi des moments où des étudiants te trouvent aussi des trucs de dingue, mais de l'autre côté, où ils te reviennent avec des exploits de produits dont l'alerte CVE est sortie la veille, quoi. Et tu fais waouh. Et toi, t'as plus le courage de faire ça, de passer des nuits à regarder les CVE, des choses comme ça en termes de sécurité. Et ça apprend vraiment c'est une expérience de terrain. Moi, j'ai appris en contact des étudiants, au contact d'équipes de recherche extrêmement pratiques, au contact des clients. Quand je vais voir un client sur le FinOps, à tous les coups, je vais avoir un moment où je vais faire, je sais même pas ce que c'est ce truc. Bon, je vais regarder, je vais faire oui de la tête. Ça m'est arrivé hier. Hein. Et en parallèle, je note, je mon petit cahier, je reviens chez moi. Ah oui, en fait, c'est que ça. Ça fonctionne comment le modèle de bidding? Ah oui, ok, d'accord, ça se correspond à ça. Ah oui, je ne peux pas tout savoir. Et je l'apprendrai parce que chaque fois, les clients vont me pousser dans le retranchement, vont me pousser là. Et je vais, ok, je vais trouver la solution. Alors ça m'intéresse parce que ce côté curiosité, investigation, une sorte de Sherlock Holmes, il y a un problème, on le résout, etc. Moi, je note en tant que boomer qui ne l'est pas, enfin en tant que un peu plus vieux que ceux qui ont la vingtaine, j'ai 36 ans. Tout le monde s'en fout, mais je le dis. J'ai l'impression que la curiosité se devient muette et disparaît de plus en Oh, plus. le boomer. Oh, le Ah ouais, moi je m'en boomer. fous. Moi j'ai un coup de pied dans la fourmilière, hein, chat. Comment on développe la curiosité chez les jeunes? Parce que des fois j'ai l'impression que c'est quand même dur à... Il faut les secouer, quoi. Hein? Alors, je sais pas si bon, Anthony, je réponds à cette question quand même. Euh, euh,
Alors, sur l'aspect, moi, j'ai aussi certaines critiques, en tout cas sur aujourd'hui les sources d'information, la façon dont les jeunes voient leur avenir aussi, par exemple. Donc, il y a aussi énormément de choses. Je me souviens dans les années 2005-2010, je discutais avec des étudiants et on trouvait deux catégories d'étudiants. Enfin, je discutais avec des profs, des étudiants. Et il y avait à l'époque, on avait à Limoges l'un des meilleurs masters de sécurité en France. Ça tient à des raisons historiques qui seraient longues à expliquer. Mais à partir de 2010, ça a perdu ce statut parce qu'il y a eu énormément d'autres formations qui ont été très intelligentes. Puis entre, je dirais, 2005 et 2010, c'était une des meilleures formations. Tu avais des jeunes qui venaient des quatre coins de la France parce qu'ils savaient pourquoi ils venaient ici. Et tu avais d'autres catégories de jeunes, souvent locaux à Limoges, qui étaient là parce que il y a eu de la lumière, on continue. Il y a un aspect motivation. Et à l'époque, moi, j'avais cette théorie sur ce que j'appelais la génération Facebook en termes de curiosité. Et ça, c'est pas amélioré. Et entre guillemets, on pourra croire que je peux taper facilement sur les jeunes, mais le truc, c'est que enfin, il y a eu énormément de crises qui sont arrivées. Le Covid a vraiment pas aidé, ça a vraiment démoli. Moi, je donnais encore des cours au Covid et ça me donnait mal au cœur, c'est pas possible. Euh, et d'ailleurs, pour faire la liaison à ta question, c'est de la pratique. À la fin de ma carrière universitaire, il m'arrivait souvent de débarquer avec un stylo en disant hey, qu'est-ce que vous voulez faire? Et alors ça, c'est chaud parce que il faut le maintenir. Mais par exemple, je me souviens d'un TP où je venais de recevoir des firewalls matériels et j'avais assez peu de temps de pouvoir le bricoler. Donc, je suis arrivé avec le firewall, je l'ai posé sur la table, on l'a branché sur le réseau local. On s'est ouvert un Google Doc ensemble et j'ai posé une série de questions et tu voyais le Google Doc se remplir au fur et à mesure par les étudiants. Ben, ok. Déjà, je suis vraiment pas un maître sur beaucoup de questions. Par contre, je peux dire, hey, j'ai une torche et dire, hey, là-bas, il y a des trucs rigolos, allons-y ensemble. Ça, c'est super fascinant, même si il y a des projets qui sont partis en live et qui ont complètement craché, quoi. Souvent, quand des étudiants venaient avec des projets, tu sais, il y a ces projets académiques qui durent quelques mois, ben, je leur disais, qu'est-ce que tu veux faire? Et je voudrais faire ça. Ok, donne-moi ton truc. Bon, focus-toi sur ça, 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 et prends comme ça. Ok, je te le signe. Je préfère qu'un étudiant vienne avec ça, qu'il se plante, parce qu'il a pris une décision, et qu'il est allé jusqu'au bout, et il va rencontrer des difficultés, que je suis arrivé avec un projet. Tiens, c'est mon projet de recherche. J'ai besoin de petites mains pour bricoler un convertisseur de machin. Tiens, et sans risque, ça n'a pas d'intérêt. C'est la curiosité, tu offres un environnement. En tant qu'enseignant, moi j'ai toujours offert, si je dois résumer ta question, c'est j'offre un environnement. Éclatons-nous. Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'offre un environnement, un bac à sable, quelque chose où on peut s'amuser ensemble. Mais t'attends pas à ce que je puisse répondre à toutes les questions. Voilà. Ok. Merci. C'est tout pour mes questions, Anthony. Pour l'instant. Ok. Bah, je vous propose qu'on joue à Cloud Client Simulator 2025. D'accord. Je ne sais pas ce que Alors, c'est. on commence la partie. Je m'appelle Jean-Marie Cloud, ou ouais, Jean-Claude plutôt. Je possède une entreprise de BTP internationale, présente dans toute l'Europe de l'Est. Et bah en fait, on a besoin d'avoir un site web et une plateforme parce que il faut gérer tous les travaux et on a recruté un gars, un doctorant en optimisation qui lui a un software qui nous permet d'optimiser toute notre logistique de livraison de béton, de chantier, etc. Et elle est folle cette application. On l'a brevetée, on manipule des pétas de données par jour, si ce n'est par heure. Et du coup, nos coûts, ils ont grimpé de fou. Est-ce que tu peux m'aider, Julien? En 2 ans, on est passé de 8 000 euros par mois à 14 000. Et 90% de ça, c'est sur mon object storage, le Google Cloud. Et ça me parle de trucs du genre stockage, ça me parle de trafic. Je sais pas trafic de quoi, mais en tout cas, c'est une grosse part de ma facture, c'est le trafic. Est-ce que tu peux m'aider? Alors, là, sur ce que tu viens
de présenter. La première chose, c'est que je suis obligé de voir la réalité de ce que m'a présenté le client. Donc, mon cher Jean-Claude, ce que je vais faire, c'est qu'on va d'abord regarder, et sur GCP, il y a un truc qui est très pratique pour ça, tu as un export billing to BigQuery, où tu as le billing au grain le plus fin qui est exporté sur une table BigQuery. Et là, moi, je peux commencer à raisonner. Je fais mes petites recherches SQL pendant une heure ou deux, et je commence à dire, ah, ok, voici leur coût. Alors ça, tu peux l'exporter dans des beaux graphes, mais bon, j'ai toujours eu tendance à préférer la ligne SQL, parce que quelquefois, je cherche des infos de synthèse, etc., des tendances. Donc ça va être la première chose. Dans tout ce que tu viens de me dire, je voudrais d'abord vérifier, moi, mon point de vue. Et admettons qu'aujourd'hui, je peux te raconter un truc qui est en relation avec ton histoire, c'est que tu vois qu'il y a énormément de trafic. Un des points. Et moi, je fais rien d'illégal, hein. C'est du trafic, mais moi, il n'y a rien d'illégal, hein. De toute façon, tu vas me dire, le trafic chez Google coûte très cher. Donc, de toute façon, le trafic sortant de chez Google est un des plus chers parmi les cloud providers. Et malheureusement, ça, c'est un des trucs. Donc, là, c'est de toute façon, tu as deux choix. Soit tu réduis ton trafic. Tu peux éventuellement, je sais pas moi, compresser, peut-être on va découvrir, peut-être qu'on peut le réduire, peut-être que tu envoies trop d'infos, ou alors tu l'externalises. Moi, généralement, je suis GCP, parce que c'est ma plateforme de prédilection. J'étudie le modèle de pricing. Il y a pas mal de solutions où je dirais, non, on va peut-être pas rester dessus. Les deux exemples, c'est le CDN. Tu prends un coup de flair, c'est 200 € par mois de souvenirs. Par rapport à coût de CDN, c'est bien moins cher. Ou alors, là, j'ai fait ça pour un client qui travaillait dans tout ce qui est bannière publicitaire. Comme il y a des comportements ultra spécifiques sur la façon dont on envoie les bannières publicitaires que les CDN ne répondaient pas, on a pris des machines chez Scaloway et OVH, puisque ici, chez eux, on paye pas le trafic, et elles ont servi de cache. Et on a réduit, alors le chiffre approximatif, c'était à peu près de 400 € par jour. Ce qui fait, je crois, 120 000, un truc comme ça. Donc, tu vois, ça, c'est une première solution. Là, tu as un gain. Tu gardes l'infrastructure de la plateforme. Tu dois te maintenir un petit peu une infra externe, mais concrètement, le gain de maintenir cette infra externe par rapport à ce que ça va te rapporter, la différence, elle peut être énorme. C'est intéressant. L'autre truc, c'est l'object storage. L'object storage, ça peut être cher. Sur des grosses quantités de données, tu vois, il y a des coûts qui peuvent monter très vite. Peut-être que ça peut être intéressant. On peut jouer sur les storage classes, etc. Mais si tu as beaucoup de trafic entrant et sortant pour aller le chercher, pourquoi pas le mettre ailleurs? Blastar? Comment il s'appelle? Backblaze, non? Blaze? Je l'utilise en backup, mais Il y a Backblaze. Ah oui, c'est ça. Voilà, je sais plus quel est le prix, mais c'est ridicule par rapport à GCP. On va tout mettre au-dessus, en sachant que, attention, ça veut dire que si le trafic il rentre et sort dessus, est-ce que d'abord les propriétés, typiquement du URL signé ou des choses comme ça, ils pourront être aussi garanties? Est-ce que ça va nécessiter de la modification de code? Est-ce que ça modifie des trucs de l'infrastructure? Qu'est-ce que ça va rapporter? Ça, c'est super important. Des tâches supplémentaires à l'équipe IT, est-ce qu'elle se sent prête à gérer un composant supplémentaire? Quand tu fais du FinOps, à un moment, tu vas dire, ah, ça vous payez trop cher, vous pouvez le réduire comme ça, et tu vas avoir un impact. Si c'est moi qui le fais, je vais mettre du temps, ça va te coûter de l'argent. Si c'est tes équipes qui le font, est-ce qu'elles ont les compétences? Est-ce qu'elles vont avoir le temps? Est-ce qu'elles vont pouvoir le maintenir? Ça veut dire quoi à long terme? Pour ça, raisonner en termes de FinOps en s'occupant uniquement de on va réduire le coût, sans voir à long terme, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est super dangereux parce qu'on peut. J'ai déjà fait des optimisations extrêmes où si l'équipe derrière, elle n'est pas en mesure de gérer ça, un des exemples, c'est de faire tourner 80 ou 90% de l'infrastructure en hotspot. Donc, ce sont des nœuds que Google peut réclamer à tout moment. Et t'en aurais un ou un autre. Et ça veut dire qu'en permanence, ce que quelqu'un avait dit, un chaos engineering permanent. En permanence, tu as certaines de tes applications qui démarrent, qui repartent, etc. Comment tu gères ça? Alors, j'ai appris beaucoup et le système, il est stable. Et on a réduit les coûts je sais plus le dernier chiffre, mais de souvenir, on avait entre 30 et 90% des nœuds, c'était extrêmement saisonnier, en fonction du moment de la journée, qui étaient sous le spot.
qui permettent une réduction entre 60 et 90% du coût. Ouais. Et même le choix du spot va dépendre de la région, parce que les prix du spot, ils varient. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux du 90%, tu vas chez Los Angeles. Est-ce que tu es prêt à faire tourner ta charge à Los Angeles et ça te coûte 10 fois moins? Ou alors, tu restes sur Paris. Alors, je crois que Paris, c'est à 60 ou 70 en ce moment, parce que ça change. Et tu es sur Paris, mais par rapport à Los Angeles, ça va te coûter 3 ou 4 fois plus par rapport aux économies réalisées. Et les prix du spot vont peut-être évoluer. Les changements de spot sont imprévisibles. Ils sortent un document quelquefois tous les mois, ou quelquefois il y a 6 mois entre les différences entre les deux documents. Et voici le nouveau split spot. Et ça, cette info, elle est trouvable dans un petit Google Groups perdu où il y a un PDF qui tombe de temps en temps que personne ne connaît. Tu vois, pour revenir à la question de base, c'est mon cher Jean-Claude, il y a tous ces éléments qui entrent en compte sur ce trafic. Donc, ce qui est génial, c'est que quand on parlait de challenge, à un moment, je vais me dire, tiens, ça a l'air super. Et comment on va pouvoir réduire ce coût? Et il va bien sûr avoir des limitations, mais il y a toujours des trucs rigolos à trouver. Il y a toujours des moyens. Et si ces moyens, l'équipe qui va leur prendre, les personnes qui sont en charge, sont capables d'assumer ces nouveaux moyens, ouais, il y a moyen d'avoir des réductions importantes. Et c'est ça, moi, c'est ce challenge. En ce moment, je réfléchis comment on peut rebrander ma marque. Et moi, j'ai envie de m'appeler quelquefois Extreme Cost Saving. Parce que c'est ce genre de challenge que j'adore où je dis, attends, là, on va faire un truc rigolo, on va essayer ça. Et si ça se trouve, tu vas voir ta réduction de coût. Passons en deuxième cas. Cette fois-ci, on a Cloudive, donc encore un monsieur. Et ce monsieur, son CTO, sa CTO, excuse-moi, qui s'appelle Marie Cloud, pousse pour aller dans le cloud. Parce que eux, pour l'instant, ils sont on-premise. Et lui, ça lui va très bien. Il a son fonctionnement, il a acheté des machines, il refroidit son DC, tout va bien pour lui. Mais Marie Cloud veut absolument aller dans le cloud parce qu'elle sent que la flexibilité pourrait leur amener des économies sur leur futur workload et sur ce qu'ils auront à faire dans les prochaines années. Et du coup, il se pose la question, elle se pose la question, comment est-ce que je peux amener le cloud tout en montrant qu'il y aura des plus au niveau OPEX à Cloudive. Et notamment, le plus gros pain point, là où Marie Cloud a un problème, c'est le fait de connecter leur infra qui sera en ligne dans le cloud et celle on-premise. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à Marie Cloud pour qu'elle se prépare un dossier béton? Alors, c'est marrant parce que j'ai eu un cas similaire hier. Alors, c'était pas les mêmes prénoms, mais et le projet est déjà commencé. Mais une des premières choses, c'est pourquoi Marie-Claude tu vas aller là? À quoi tu essayes de répondre? C'est quoi les problèmes que vous avez observés avant ou les objectifs que vous avez dans les années à venir? En quoi avoir une prémisse ne suffit pas parce que il y a beaucoup de choix qui sont faits de manière souvent désordonnée. Il faut aller dans le cloud parce que les Américains, ils sont déjà. Oui, mais ils sont aussi allés sur la Lune. Est-ce qu'il faut y aller on ne sait pas. Donc, ça va être un petit moment d'abord pour ça. Parce que ça va, c'est pas forcément pour décourager Marie-Claude, mais il va falloir à un moment se dire, si on a un cloud, tu parlais de la connexion entre par exemple, GCP et le on-premise, qu'est-ce qu'on va mettre au niveau de cette connexion? Quel niveau de fiabilité? Quel débit? Qu'est-ce qu'on attend comme propriété de résilience? Tu vois, ça va être toutes ces questions qui vont arriver. Donc, il faut savoir pourquoi Marie-Claude, enfin, à quel problème répond Marie-Claude? Est-ce que GCP, dans mon cas, répond au problème de Marie-Claude? Et est-ce que et voilà, et ça va définir un ensemble de services, pratiques, architecture, besoins. Ça peut être autant des besoins aussi externes, formation, recrutement, adaptation des applications. Et là, à partir de là, surtout si la migration, si c'est une telle idée, et pour l'instant juste une idée, ce travail-là, il me semble nécessaire. Et un autre point d'intérêt, c'est d'être honnête et indépendant
de GCP. Je suis bien le premier à dire que je ne vendrai pas GCP à tout le monde. Parce que GCP est, comme les autres hyperscalers, cher. Moi, par exemple, je suis assez militant de Kubernetes parce que c'est une des plateformes qui est la plus facile à déplacer à travers les cloud providers. Et ça, je l'ai souvent fait. Et ça, à chaque fois, ça me sciait que je me butais. Les seuls points où je me butais, c'était un lock-in du cloud provider ou une imitation d'un service propriétaire ou une émulation de service disponible chez l'un qui est pas disponible chez l'autre. Et donc, tu es obligé de la reproduire ou essayer de trouver des alternatives. Mais honnêtement, le reste, Kubernetes est hyper portable. Et ça, c'est vraiment voilà, c'est toutes ces. Mais voilà, Kubernetes, ça demande de la formation, ça demande des équipes qui soient opérationnelles dessus, qui comprennent comment ils vont utiliser Kubernetes, etc., etc., etc. Donc c'est toutes ces questions qui viennent. Et à partir de là, avec Marie-Claude, j'ai dit ok, alors en fait, il vous faut ça, il vous faut peut-être pas ça, il faudrait qu'on trouve un moyen. Et il y a un dernier point qui, pour Marie-Claude, elle est aussi dans c'est bien d'avoir un contact privilégié dans l'entreprise. Mais d'abord, elle peut te présenter sa vision de la chose, qui n'est pas représentatif de la réalité de la boîte. Mais c'est aussi ton correspondant principal au sein de cette boîte. Donc, il faut aussi trouver le bon équilibre entre justesse et honnêteté avec Marie-Claude, mais aussi comprendre qu'elle est potentiellement, c'est souvent le cas dans une sorte de grand jeu politique auquel il faut aussi comprendre un peu les différentes relations avec les équipes. Donc je pense que c'est aussi important. Et typiquement, quand j'ai l'opportunité d'aller voir un client, c'est intéressant parce que c'est là que tu perçois ces non-dits très facilement. Enfin, très facilement, j'exagère, mais tu peux voir les moments de pause, de non-dits ou de légère gêne où tu te dis, attends, là, il y a un truc, on va faire attention. Et j'en ai appris une série d'habitudes où je dis, attention, ce point-là, tiens, moi j'ai l'impression que personne ne va en parler. Donc je vais y revenir de temps en temps, leur évoquer. Et pourquoi vous avez mis ça comme ça? Vous êtes tout pas en bleu? Ah oui, tiens. Ouais, c'est à peu près ça, tu vois. Donc, je pense que c'est dans tous les métiers de la tech. Si pour aider Marie-Claude, quel que soit le métier de la tech, il y a cet aspect humain, il y a cet aspect sentir les choses qui est super important. Qui est, si tu veux être freelance et t'es enfermé dans ton coin, tu n'iras pas très loin. Si tu es un freelance et que tu comprends le besoin client, tu es développeur, tu comprends bien, tu itères avec des trucs courts sur quelques jours pour rapidement donner des prototypes à ton client, des POC, qu'il valide ou pas, et tu discutes et tu vois qu'il est enfermé dans une idée, tu essayes de lui proposer des alternatives, etc. C'est toi aussi qui dois être source de propositions. Yes, ok. J'avais le final boss du game, Cloud Client Simulator, qui était censé être René Cloud. Mais je pense que tu as déjà répondu à sa question, tu lui as coupé l'herbe sur le pied. Sa question, c'était, on a lancé le futur Insta, enfin, vous le connaissez pas encore, mais ils ont lancé le prochain Instagram TikTok qui va tout tuer. Il va faire une déferlante sur toute la planète. Vous en entendrez parler en fin 2025, bien sûr. Et le problème, c'est que ils sont encore en alpha et la facture de CDN, elle a explosé, forcément. Euh, Qu'est-ce qu'on devrait faire avec une facture CDN qui explose, sachant que voilà, on est un Insta, ça veut dire que tu vois à peu près le type d'application que c'est. Il y a des gens qui envoient des vidéos, il y a plein de gens qui consultent cette même vidéo. Donc nous, ça nous fait un trafic de fou. Donc on a appelé Google. Je crois que Google, avec leur réseau privé, ils nous ont bien aidés. Mais ensuite, on s'est rendu compte qu'on utilisait le réseau privé, donc il coûte méga cher. Donc on s'est dit on va prendre le CDN, mais pour la vidéo c'est un peu compliqué, patati et patata, et donc René Cloud il est fou en ce moment, parce qu'il se dit en alpha je coûte très cher, donc il est du côté des levées de fonds, mais peut-être que techniquement, finopsement parlant, il y a quelque chose à faire. C'est à un moment,
je parlais des exemples de délégués à l'extérieur. À un moment, c'est même, moi, je le ferai pas. Mais je sais qu'à un moment, j'irai, attends, voici le coût. En fait, tu vas sûrement avoir un coût par utilisateur, un coût par image chargée ou un truc comme ça. Exactement. À un moment, tu calcules celui qui est GCP, tu vois ta croissance, tu vois tes revenus. À un moment, tu vas dire, bah non, on peut pas accepter d'être au-dessus de ce tarif. À un moment, ça sera du on-premise. Et des gens le font très bien. Hein. Je me souviens de cet article de la personne qui faisait, comment ça s'appelle, Basecamp. Je crois que c'était ça. Basecamp, ouais. Oui, c'est ça. Et qui disait, ben, on a complètement sorti du cloud, on n'a pas de Kubernetes, on a juste des data centers qu'on a loués qui démarrent nos conteneurs avec notre propre logiciel. Sur les économies d'échelle, c'est imbattable. Il faut une équipe solide qui soit capable de gérer des trucs comme la redondance. Tu commences à te retrouver avec du bas niveau, de la réplication de liens, de la garantie de fiabilité. Ton système de monitoring, tu le rebuilds de zéro. Mais si ça marche, pourquoi pas. Mais dans leur cas, c'était relativement simple. C'était des dizaines de fontaines, des grosses bases de données qui étaient installées sur plusieurs machines. Il faut des équipes qui sachent encaisser ce genre de trucs. Ben ouais, pourquoi pas. J'ai eu ma période main dans le cambouis, ma période étudiant à la fac avec les premières ADSL. Je sais pas si tu te souviens je sais pas si tu as vécu la manta bleue de ce petit modem ADSL où tu chargeais à 64 kilobits, kilooctets par seconde, ce qui était fou. Tu chargeais un film en moins de 2 heures, quoi. Enfin, charger un film de façon tout à fait légale à l'époque, de toute façon. C'était au début des années 2000. Et c'était les machines que je récupérais, que j'empilais dans ma chambre d'étudiant, avec cette manta bleue et avec mes propres serveurs. Et qui après j'ai fait des data centers à la fac, j'en ai fait à Limoges, j'en ai fait à Lille. D'autant plus que souvent, quand tu as des crédits d'enseignement ou de recherche, on te dit tu peux acheter du matériel, mais tu peux pas prendre des services. Parce que tu peux pas utiliser une carte bleue. Tu es obligé d'avoir un bon de commande, etc. Donc tu pouvais commander des machines de tueurs chez Dell, mais par contre, tu pouvais pas prendre un compte, je sais pas moi, un bête compte à 8 euros par mois, quoi. Tu vois, c'était infernal. Et donc, tu es obligé de te débrouiller et d'apprendre tout sur le tas. Tu as heureusement encore des cultures très fortes sur ces aspects au sein des universités, des équipes de recherche et des organismes de recherche. Tu vas trouver d'excellents admin dans le service public. Et c'est voilà. Et je suis convaincu qu'ils existent aussi au niveau privé, même si sur on-premise privé, j'y connais moins. Et tu trouveras une solution. Pourquoi pas? La solution dont je te parlais des caches CDN pour ce fournisseur publicitaire, c'est des machines où il y a un gros NGINX configuré de manière extrême. Et j'avais utilisé Vector pour pouvoir capturer toutes les métriques en permanence, pour qu'en permanence, il puisse voir dans son Prometheus centralisé, est-ce que tout le monde fonctionne correctement, est-ce que certaines propriétés que j'attends de mes images sont bien présentes. C'était du bruit. Certains diront c'était du bricolage, mais c'était ultra efficace pour réduire les coûts. Et finalement, c'est un Docker qui démarre avec un NGINX, un Vector et un Cert Manager. Nickel. Oui. Et qui plus est, en fait, je dirais ça à René Cloud quand je le croiserai, que en fait, ce que tu me dis là, c'est un travail relativement classique d'un admin 6 des années 2000. Mais avec ce qu'on sait faire aujourd'hui et tous les outils qu'on a, en fait, on est capable bien plus facilement de déployer une grande archi sur 10 locations. Et si on n'a pas déjà tous les tools pour pouvoir architecturer, je sais pas si Kubernetes est capable de faire du multi-région facilement. Mais oui, en vrai, on prend un cerveau des années 2000, on le met avec les outils d'aujourd'hui, il peut faire beaucoup de magie par rapport à avant. Du coup, tu as battu le boss final de Cloud Client Simulator. Je pense je lis le compteur là, t'es sur 54 200 points. On va faire un tableau des high scores, Jérôme. Et je sais pas si toi t'as d'autres questions, mon Jérôme. Petite question donc du coup pour quelqu'un qui a une bonne expérience longue et variée et qui est aussi indépendant. La première, en fait, ce serait surtout de savoir si tu penses que justement quand on est petit, justement tu parlais de Basecamp,
c'est petit et c'est grand à la fois, on va dire. C'est-à-dire que c'est petit si on compare à d'autres outils de même niveau comme Notion, etc., qui valent des milliards. Mais c'est quand même assez gros, parce que je crois qu'ils sont 150 employés, ça commence à être pas mal à travers le monde. Est-ce que tu penses que leur philosophie, c'est de penser que les petits sont plus productifs, en tout cas, et notamment grâce à une meilleure communication en interne. Et eux, ils ont que 2 développeurs, par exemple, chez Basecamp, apparemment. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, fait sens chez toi en tant qu'indépendant ou pas? Alors, y a- oui, ça m'étonnerait pas. Si tu as des personnes qui connaissent leur métier, qui sont efficaces, finalement, en fonction du produit, c'est marrant quand tu me dis Basecamp, il serait 150 et 2 développeurs. Qu'est-ce que font les 148 autres? C'est le manager. Mais ça peut être de la vente, ça peut être du marketing, du sales. C'est un des trucs qui m'a beaucoup frappé dans l'univers du startup où finalement, moi, j'ai l'impression de voir ça de façon ultra technique, mais en fait, derrière, tu as des gros managers qui sont en charge de gérer la croissance de ta boîte, de t'amener du lead. Euh, donc aujourd'hui, quand on est petit, enfin, euh, quand on est, la question n'est pas évidente parce que en fait, tu peux parler de plein de trucs. Donc je suis en train de réfléchir en même temps. Euh, quand tu es, oui, aujourd'hui, je pense, il y a une place pour, alors, je sais pas si c'est petit et indépendant. En tout cas, je pense qu'il y a des places pour les indépendants si tu trouves ton marché de niche. Euh, moi, j'ai fait le choix de FinOps GCP qui, actuellement, avec les certaines tensions politiques et notion de cloud souverain, est peut-être pas la meilleure chose que j'ai fait récemment, mais ça me plaît. Donc, je vais continuer. Et alors, le petit, et ça se raccorde à cette même question, c'est de dire, oui, moi, je fais du FinOps GCP, mais je milite pas GCP. Un des posts que j'ai publié hier, et qui d'ailleurs, à ma grande surprise, a bien marché, c'était vous pouvez me contacter en disant est-ce qu'on peut optimiser ma facture GCP ou partir de GCP. Et peut-être que je ne ferai pas cette migration en dehors de GCP, mais au minimum, je suis prêt à aider à évaluer les coûts. Je comprends tout à fait qu'ils me disent bah non, la plateforme ne suffit pas. Et moi, là, je viens une expertise GCP, mais aussi d'autres providers et d'une certaine nombre de technos que j'ai touchés durant ces 30 dernières années, 25 dernières années, on va dire. Où je peux dire ah attention, vous allez rencontrer ces difficultés, ces coûts-là, il faut les prévoir. Il va y avoir peut-être potentiellement de la formation d'équipe. Ce mécanisme-là n'est pas dispo en natif. Il faudra peut-être trouver une alternative, etc., etc., etc. Et c'est ma force d'être petit à ce niveau-là, parce que entre guillemets, j'ai rien à donner à Google. Moi, je préfère justement j'adore Google sur la plateforme technique. Mais je suis tout à fait, et c'est là où je suis efficace, mais sur la certaine approche Google, notamment sur la partie purement business, j'ai pas forcément d'adhérence. Et je pense que c'est ma force, c'est l'indépendance par rapport à ça. Ok. Question un peu plus justement peut-être plus mix, on va dire business, organisation. Une question LinkedIn, on va dire. Euh, Toi, comment tu abordes ton business, ne serait-ce que peut-être la façon dont tu organises tes journées. Est-ce que tu as une méthode particulière, je ne sais pas, peut-être de prospection ou pas, où tu comptes plus sur ton expertise et sur un côté, justement, on va dire, les termes techniques du marketing inbound, ou tu es plus proactif dans ces démarches pour trouver des clients, ou c'est vraiment ton expérience qui fait le tout, on va dire. Je dirais un peu les deux. J'ai jamais trouvé de règle d'or pour l'instant sur comment les clients arrivent chez moi. Ouais. Par exemple, à un moment, c'était il y a quelques mois, je me suis dit tiens, je vais créer un livre blanc et hop, je vais faire des leads avec des trucs. J'ai eu 2 ou 3 clients qui sont venus chez moi pour du FinOps. Aucun n'est venu par ce tunnel.
et tu as passé des heures à écrire un funnel, un livre blanc et tout ça. Et je pense qu'il est pertinent. Hein. Et tu te dis, mais non, il y a un truc. Et donc, j'ai pas de règles. J'expérimente beaucoup. Là, en ce Ouais. moment, j'ai pris un objectif de dire, bon, à part hier, alors, je me suis dit, bon, je vais essayer de publier uniquement en anglais. Et je me concentre sur autant sur les aspects techniques que sur aussi des pain points des utilisateurs ou alors aussi des victoires où voilà, j'ai réduit cette facture de X%, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Tu vois, typiquement, est-ce que mon marché FinOps GCP est pas encore suffisamment riche? Je parlais tout à l'heure de extrême FinOps GCP. C'est peut-être le cas. Tu vois. Euh, c'est quoi mon modèle de facturation? En ce moment, par exemple, un des trucs, pourquoi tout à l'heure, au début de cet enregistrement, je parlais du fait que je suis autant expert Kubernetes encore aujourd'hui que FineOps GCP, d'ailleurs FineOps Kubernetes par extension. C'est qu'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de demandes sur mon expertise expert Kubernetes. Donc, quelquefois, je me dis, bah, j'adore Kubernetes, mais en même temps, il y a tellement de monde, et puis, je trouve les modèles de pricing rigolos parce que ça décroche un peu de l'aspect technique. Donc, je prends souvent, en fait, je prends souvent une décision, je prends une direction, et jusqu'ici, à chaque fois que j'ai pris une direction, c'est l'effet contraire qui est arrivé. Donc, je ne suis pas sûr que je suis la bonne personne à poser ce genre de questions que tu viens de me poser. Le client, il arrive là où tu t'attends pas, en gros. Voilà, exactement. Et j'ai pas encore trouvé la règle. Alors, un de mes objectifs pour cette année 2025, c'est un peu solidifier la brand. Donc, que ça soit en termes graphiques, mais aussi d'avoir des personnes pour m'accompagner sur des aspects de, de recherche de clients, de communication sur LinkedIn, pour expérimenter. À chaque fois, à chaque fois, je me donne un challenge. Ok, bah, pendant ces 3-4 mois, je vais publier uniquement ça, et X fois par semaine. Et le but, c'est de tester des trucs. Parce que la réalité aujourd'hui, pour revenir à ta question précédente, petit indépendant, c'est que je peux pas me battre contre des gros acteurs. Comme je parlais des acteurs privilégiés de chez GCP, je n'ai pas l'intention d'essayer de me battre contre. Par contre, j'essaie de jouer sur ce que je suis, sur mes qualités qui sont indépendantes, une bonne connaissance technique, une bonne culture, une bonne adaptabilité humaine à l'environnement, comprendre ce qui se passe derrière l'aspect technique, et le fait que voilà, l'indépendance de GCP est importante. Quand tu as des grosses boîtes qui arrivent en disant on est partenaire privilégié, qu'est-ce que ça veut dire derrière un partenaire privilégié? Est-ce que il est plutôt à favoriser le client ou GCP en termes de facturation? Enfin, il y a toujours des messes basses qui disent dans le milieu qui disent bah, en fait ces clients privilégiés ils touchent un peu aussi des Google. Je dis pas que c'est le cas et c'est peut-être pas le cas du tout. Par contre, un des trucs c'est que ils sont foncièrement GCP, donc ils ont tout intérêt à essayer de te bricoler une solution qui répond à cette plateforme. Moi, au contraire, je préfère casser les trucs. J'aime bien penser de manière transversale et se dire bon, attends, on vous a vendu ça, mais est-ce que cette solution convient? Par exemple, est-ce que tu peux chiffrer le résultat? Comment on va évaluer notre résultat? Si je fais ça, comment on va l'évaluer? Dans le métier de FineOps, à un moment, je creusais la question des success fees. Ça veut dire que si je vous sauve, je sais pas, 1 000 euros par mois, on va dire vous me payez 3 000 euros. Alors, j'ai un exemple au hasard, je ne dis pas que c'est mon facturation. Comme ça, au bout de 3 mois, en fait, votre coût ne change pas, mais au bout de 3 mois, vous commencez à économiser 1 000 euros par mois. Le ROI, il est facile à calculer. Sur la première année, il est super. Sur les années suivantes, il est encore plus dingue. Mais comment tu calcules ça? Au bout de 3 mois, comment tu discutes avec le client en disant vous avez fait économiser 1 000 euros, il va te regarder pour le. À un moment, il y a un truc. Donc, est-ce que c'est le meilleur modèle commercial? Est-ce que, par exemple, une des idées à l'époque, c'était de dire, ben voilà la règle BigQuery qu'on va exécuter, et là, c'est la même requête qu'on va exécuter dans 3 mois. Et comme ça, on saura exactement quel est le coût qui a été. Mais est-ce qu'il va être intéressant? Est-ce que les changements d'infrastructure qui sont indépendants de ton optimisation, ils vont pas influencer aussi ça?
Il y a plein de questions derrière. Les success fees, ça demande aussi. Je travaillais avec un avocat je discutais seulement avec un avocat sur ces questions. Et au niveau réglementaire, il faut passer énormément de temps. Parce que tu veux pas non plus faire quelque chose comme tu changes toute l'infra pour un client et au bout de 3 mois, il économise des dizaines de milliers d'euros et au bout de 3 mois, il dit bah non. Je vois le chiffre que tu nous fait gagner, mais bon, on trouve que tu demandais un peu trop, tiens, on paye que ça. Ben, légalement, si tu commences à lui rentrer dedans, c'est quoi, sur quoi tu vas t'appuyer, sur quel contrat? T'as beau dire hein, que tu lui avais fait économiser du fric. Donc, et il y a encore une autre différence culturelle. Il y a une dernière différence qui est culturelle, qui est en France aujourd'hui. Moi, je suis encore beaucoup au niveau du TJM. C'est le premier facteur parce que les boîtes pensent TJM. Si tu arrives en disant si je vous économise 75%, voilà, vous me prenez pour une mission et je vous donne un montant et d'après mon audit, je vous ferai économiser ça. Donc ils peuvent faire le calcul. Et moi je sais et si mon calcul est faux, on enlève tel pourcentage à partir de la facture finale. Tu vois, pour eux c'est clean, pour moi c'est clean. Ah non, on te regardera. Alors, il va y avoir deux réactions. Ta première réaction, ça va être on préfère le TGM. Et puis après, tu leur donnes le TGM. Ils vont regarder, ils vont dire tu peux pas enlever 25 euros s'il te plaît. Et tu te dis mais enfin, faut envoyer des calculs, je vais vous faire économiser ça. Et non, ouais, mais 25 euros, sinon ça passera pas au niveau du client. Mais vous voyez mes calculs, quoi, tu vois, je vous mens pas. Et ça, c'est un truc culturel. Et pour conclure ta question, je vais te raconter une histoire très rigolote. C'était au niveau du Covid. Et quand mon activité a vraiment, elle avait été déjà pas mal, elle a vraiment explosé au niveau du Covid. Et j'avais des entretiens en permanence avec différentes boîtes qui étaient intéressées. Et tu avais les Français qui arrivaient, on avait une réunion d'1 heure, on voulait savoir si j'étais compétent, parce que vous savez, on est très exigeant. On regardait le TGM, c'était un peu fort quand même. Et que si le client signait, il allait te donner un droit, deux droits, et puis tu étais en permanence en train de réclamer des trucs. Et un des trucs qui m'a frappé, c'est tous mes clients anglo-saxons. Alors j'ai eu beaucoup d'Américains, mais j'ai aussi d'autres entreprises. Arrivé, tu faisais un call de 20 minutes, ils étaient là, yeah, tu nous plais, toi. Et 20 minutes, et 2 minutes après le call, tu avais tous les droits sur l'infra, tu aurais pu faire tomber leur prod. Et ils payaient à la semaine. Et pas avec un délai de 30 jours ou des trucs comme ça. Et c'est un truc de mentalité. Tu te dis, mais waouh! Ah ouais, moi. Alors, expérience hors cloud, mais expérience client quand même avec de grandes entreprises qui nourrissent les Français tous les jours, on va dire, de certains magasins super et hypermarchés, je ne cite ça pas les noms, mais en marketing, en tout cas, quand on fournit un service à ce type d'enseigne, surtout local, hein, alors Famille Mullier est épargné, je crois, d'après mon expérience, donc il n'y a pas de Auchan ou quoi que ce soit, si vous voulez regarder. Mais en tout cas, il y en a pour des forfaits, mais en plus assez bas prix, qui vont en fait, j'ai l'impression que ceux qui ont la tête plongée dans le Excel tous les jours vont essayer de vérifier la facture au maximum et réduire le coût. Et de la même manière, en France, encore une fois, et sur une autre enseigne, ils payent par chèque. À la fin du délai de 30 jours sur certaines prestations, par chèque. Donc des fois, alors c'est pas pour cracher sur les Français parce que franchement, moi je vis dans un pays qui est beaucoup plus en retard que la France, mais la France des fois elle est beaucoup plus en retard que sur d'autres sujets. Ça craint du boudin quoi. Payer par chèque en 2020, c'était en 2024. Attendre le dernier moment pour payer, mais vraiment sciemment, c'est même pas comment dire une faute de planification, revoir certaines, alors que justement encore une fois la question du ROI elle était vachement en jeu puisqu'elle ça offrait une présence sur toute la zone de chalandise exceptionnelle, etc. Donc forcément c'était quantifiable. Et il y en a qui arrivent encore à essayer de faire des économies de bout de chandelle qui sont insignifiantes face au résultat final quoi. Au ROI, donc ouais, je comprends. Voilà, typiquement la famille immobilier, le processus de recrutement des freelances, c'est assez rigolo. Ouais.
il y a une plateforme qui existe quelque part, et à chaque fois qu'ils ont une offre pour un freelance, ils la déposent sur cette plateforme. À ce moment-là, c'est diffusé à énormément de sociétés et relié à des chasseurs de tête, etc., complètement indépendants de biais. Tous, à ce moment-là, tu reçois trois contacts LinkedIn de trois personnes que tu connais pas qui te disent on a ce super poste dans le Nord-Pas-de-Calais et qui te balancent la même fiche de poste. Et à ce moment-là, toi, tu donnes ton TGM. Bon, en tout cas, moi, souvent, je leur dis voici mon TGM, mais en général, ça passe pas. Et en général, ils répondent pas. Non, j'exagère, mais et la plateforme en elle-même, ce que j'ai entendu dire, c'était il y a quelques années, ça a peut-être changé, va collecter toutes les offres de tous les chasseurs de tête et va commencer des séries d'interviews en partant du prix le plus bas. Pas de la compétence. Hein. Ça veut dire va partir du prix du plus bas. Ça veut dire qu'ils vont se retrouver avec 3 interviews. Et si les interviews ont été faites et n'ont pas donné satisfaction, on continue à monter. Mais si tu as un très bon élément que tu veux, tu sais que son apport, il est relatif à la qualité de son travail, ben tu vas, en général, tu pètes un plomb avant. Quoi. C'est une course au bas prix. Et Après, et en plus, voilà. généralement, si t'as un budget pour faire Louis la Brocante, t'attends pas à voir Jurassic Park ou un Marvel. Hein. Généralement, c'est proportionnel. Hein. Mais bon, là, on s'éloigne un peu du sujet, mais ouais. Ok. J'en ai fini pour mes questions, Anthony. Oula, oula, ça t'a stressé toutes ces histoires de TGM, hein, dis donc. J'ai un qui tremblote. Hein. Ouais, Je suis émotionnel. Je suis HPE. ça revivait des traumatismes, putain. Fou. Ouais, ouais. Dis-moi, Julien, la dernière fois qu'on avait parlé, tu m'avais montré deux, trois expérimentations que tu fais sur le web pour décortiquer les prix qu'on peut trouver sur Google Compute Engine et plus. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, j'ai pas eu le temps de le suivre, mais globalement, une des choses qui me fascinait, c'était de dire, chez AWS, tu peux prendre des machines de type préemptible, dont le prix est un peu en fonction d'un marché, un market ou la place de marché, et en fonction de la journée, en fonction du jour, il y a des prix qui montent, qui sont en fait représentatifs de stocks de machines qui ne sont pas utilisées, Ouais. et que tu peux prendre à des prix bas, sauf qu'il y a deux propriétés qui sont, un, elles n'ont pas de SLA, et deux, elles peuvent être récupérées à tout moment. Oui. Mais aujourd'hui, pour, par exemple, des jobs, ou alors l'exemple que je montrais tout à l'heure, on peut quand même faire tourner des trucs assez solides dessus, c'est un très bon moyen de réduire les coûts. Donc, je voyais cette place de marché chez AWS et chez GCP, c'est ce qu'on appelle les machines préemptibles, maintenant, ça s'appelle les machines spot, Ouais. sur lesquelles tu peux faire, tu as une réduction par région et par type de composants, par exemple mémoire, CPU, disque. Et là, d'abord, le premier truc surprenant, c'est que c'est pas à la journée. Ça change au minimum par mois. Et la période de changement, elle est très variable. Ça veut dire que, à un moment, j'avais écrit des gros scripts pour tous les jours demander à l'API de GCP, donne-moi les prix, tout ça. Mais à un moment, j'ai trouvé ce que je disais tout à l'heure, un groupe, un Google Groups qui existe encore, d'ailleurs, je ne savais pas que ça existait encore, où ils envoient un PDF et une feuille Excel avec toutes les modifs en cas de changement. Et là, tu découvres, quand tu regardes l'historique, tu vois que à partir du moment où ils ont mis en place ce Google Groups, il y a des changements qui peuvent certains prix peuvent changer de mois en mois, et sinon, quelquefois, il y en a plus de nouvelles pendant 7 mois. Il n'y a aucun changement des prix. Et en plus, ces feuilles Excel ne contiennent que les changements de prix. Elles ne donnent pas l'intitulé, donc il faut que tu backtrack pour comprendre où est-ce que tu en es. Et pourquoi j'ai fait ça, c'est qu'à un moment, je me suis dit, mais attends, si tu as une machine spot qui te permet d'économiser 60%, et si tu as une machine spot qui te permet d'économiser 90%, le ratio entre les deux que tu vas payer, c'est 4 fois le prix entre celle qui a 60% et celle à 90%. De réduction, je parle. Tu te dis, mais ça, c'est intéressant. Donc, j'ai commencé à creuser, et donc, il y a l'intérêt, c'est que tu as quand même quelque chose qui est plus stable, ça te garantit au moins le mois. Et le 2, c'était d'être capable de dire, quand tu vas dans une région, tu peux prendre des machines normales, mais si tu prends beaucoup de machines spot, ça peut être intéressant de se mettre dans une région voisine. Ouais.
Et voilà, ça a été le point de discussion. Et ça a un autre intérêt. Ça permet aussi de voir des comportements locaux. Pourquoi ces machines, elles sont cette braderie de ressources, elles sont représentatives de l'occupation réelle des ressources. Oui. Donc, par exemple, un des trucs qui était tombé dans le dernier rapport, c'est que tu vois que des NVIDIA H100, qui sont les grosses machines pour faire de l'entraînement, ou même de l'inférence, leur prix baisse, leur prix baisse en machine spot. Donc, ce qui voudrait dire qu'en ce moment, en fait, on a peut-être passé une vague sur le LLM et sur l'usage des ressources. Peut-être pas. On va voir. Hein. Mais je trouve ça vachement pertinent parce que ça veut dire que toujours cette idée de extreme cost saving, si tu commences à avoir un nombre important de machines, bah, c'est peut-être intéressant de le mettre dans une autre région. Tu vas peut-être te prendre une latence pas terrible. Il faut aussi compter le fait que tu vas peut-être aller chercher sur des storage qui sont à un autre endroit. Donc il y a tous ces coûts à prendre en compte, mais s'il y a des économies importantes, ça peut être intéressant. Et surtout si c'est beaucoup du batch ou des choses comme ça et que tu peux les déplacer régulièrement à travers d'autres régions. Donc c'est ce travail que j'avais commencé. J'avais publié des tableaux sur mon site. Et puis finalement, quand j'ai à base de scrapping, des choses comme ça. Puis après, j'ai découvert ces feuilles Excel. Donc je me suis dit bon. Et je les ai travaillés un peu en les ingérant dans un Jupyter Notebook, enfin dans un Google Colab, pour essayer de trouver des infos. Et notamment, je voulais par exemple aussi voir s'il n'y avait pas des comportements par région, par type de matériel. Tu vois, c'est ce genre de choses. J'admets que j'ai pas fini l'expérimentation. Je garde toujours ces feuilles pour me dire quand il y a un besoin client, je regarde la région où il est, je regarde les autres régions, et je vois s'il y a des propositions intéressantes. Voilà, c'était un peu l'idée. Je comprends que tu investi beaucoup de temps et qu'au bout d'un moment, tu t'es dit, bon, déjà, j'ai une base qui me sert beaucoup et on va rester là et on va rouvrir le carton quand j'aurai le temps. Parce que moi, pareillement, dans ma DB, DB de Cloud Mercato, on a plein de produits, que ce soit Google, Azure ou peu importe. On a les prix et on a aussi les prix spot. Et en fait, les prix spot, j'ai commencé à les collecter peut-être en 2023, quelque chose comme ça. Et le problème, c'est que les prix spot d'AWS ont une très forte granularité au niveau temps. Toutes les heures, toutes les 30 minutes, ça peut changer. Ah oui. Et disons, si je prends US East 1, US East 1, il va y avoir A, B, C, D, E, F. Chacun peut avoir un prix différent. Donc, moi, ça fait que quand je collectais mes prix dans ce que j'appelle un driver pour collecter les prix sur chacun des cloud providers, j'étais capable de dire, ok, donne-moi les prix de la journée ou des 3 derniers jours. Mais si je voulais collecter trop de prix, bah en fait, je me retrouvais avec des requêtes et des réponses surtout énormes. Et du coup, je me suis dit, ok, on va juste prendre les 2 derniers et on va les inscrire en DB. Et en fait, en décembre 2024, j'ai regardé ma DB, qu'est-ce qui prenait le plus de place dans ma DB, et en fait, c'était les prix spot. C'est-à-dire que ma DB, elle a peut-être 8, 9 ans aujourd'hui. Dedans, j'ai vraiment beaucoup de tables. Je dois en avoir une 70, 80 pour définir les produits, les prix, les pertes. Vraiment, 70 et encore, 70, c'est vraiment peu. Je dois en avoir plutôt 110, 120. Et en fait, parmi toutes les tables que j'ai alimentées dans ma DB depuis 8 ans, celle des prix spot, en 1 an et demi, elle était plus grande que toutes les autres réunies. Ouais, Et, j'imagine. ça, c'est bien sûr parce que je le faisais pour AWS, pour Alibaba, pour Huawei, pour Google, pour Azure, etc. Mais il y a vraiment, je pense, en analytique, quelque chose de fou à faire avec le spot. Et notamment dans les gens qui ont envie de faire de l'automatisation propulsée par AI, mais par statistique, hein, soyons simples. Pour ceux qui ont envie de faire du FinOps ou peu importe l'automatisation propulsée par statistique, je pense qu'il y a un terrain de jeu énorme, en fait. Énorme. Je pense que c'est intéressant. Moi, je suis peut-être plus intéressé à un titre perso de savoir pourquoi ces changements. Parce que quelquefois, tu peux avoir des régions qui changent sur le long terme, des choses. Pour quelles raisons, tu vois, il y a probablement des choix, des décisions et des choses. Voilà, mais, mais sinon, en termes d'analytique, à mon avis, tu montes un sujet de comment dirais-je, un PFE, un projet de fin d'études pour un étudiant en data. Je pense que le premier problème, moi à l'époque, donc en plus de toutes les casquettes que je t'ai données tout à l'heure, entre 2013 et
18, 19, j'ai fait beaucoup de data parce que j'étais enseignant dans une nouvelle école et que j'ai pris Mhm. ça en main. J'ai même créé un meetup data. J'ai appris le machine learning. Puis au bout d'un moment, il y avait trop de maths. Donc j'ai dit, j'arrête. Je préfère retourner à mes vieux amours. Mais et ça, la qualité des données. Si ta qualité de données est bonne, Mhm. et je ne m'étonnerais pas de ta part que la qualité de données soit exceptionnelle. Tu as vu comment j'envoie des. Il y a probablement des choses géniales à étudier. Tu vas avoir des critères économiques, tu vas avoir des critères techniques, de la demande client. Euh, J'avais un projet étudiant pour illustrer un peu mes propos. J'avais un projet étudiant où, quand je suis arrivé dans cette école que j'évoquais avant, euh, ils n'avaient pas de réalité de vrais jeux de données. Tu sais, ils avaient des jeux de données ultra génériques qu'on trouve dans tous les, 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 les introductions au machine learning. Ouais, Et les ce que j'avais fleurs fait, c'est et que le nombre de pétales, couleur des c'est pétales. ça. J'ai cherché le nom de celui-là, mais celui-là, quand tu vois l'étudiant encore en train de bosser dessus, tu te dis, mais t'es en 4e année d'école d'ingénieur, quoi. Et ça me gonflait à un point. Donc, à un moment, j'ai dit, alors, pour la petite histoire, c'est une vraie histoire, c'est qu'on m'avait filé un cours de réseau, mais réseau routage. Ouais. Et je voyais, je me disais, mais pourquoi des étudiants de data vont faire ça, quoi? Autant, bon, HTTP, des bases, etc. Ok, à la limite, qu'on comprenne c'est quoi une connexion à un socket. Mais non, 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 il faut qu'ils fassent du BGP, des trucs comme ça, des tables de routage, du firewall. Et moi, je regardais, je disais non. Donc j'ai pris ce module, je suis arrivé au premier cours, j'ai dit, bon, pour le répéter à personne, on va faire un cours de Python, Jupyter, Notebook, et on va, avec un jeu de données bien pourri, que vous allez essayer, dont vous allez essayer d'extraire de la valeur. Et on s'est marré avec les étudiants comme c'est pas possible. À l'époque, il y avait pas trop de cours de Python dans l'école où j'étais. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup influencé. Tu sais, à l'époque, c'était plus R et SAS. Et moi, Ouais. j'étais le seul à dire, vous êtes sûr que c'est pertinent pour ce qui, enfin, moi, je vois des choses arriver quand même. Mais, bon, ces choix que j'ai fait à l'époque, ils sont révélés gagnants. Parce que Python, aujourd'hui, dans la data, c'est indiscutable. Et puis, le fait qu'ils aient des vraies expériences de terrain. Et donc, à l'époque, c'était, toutes les pompes à essence en France ont une obligation d'émettre leur prix Ouais. à travers un site. Et donc, Ouais. tu as un open data Ouais. de tous ces prix. Il est moisi jusqu'à la moelle. Mais il est juste hallucinant. Il y en a qui se connectent jamais. Il y en a qui créent un compte à chaque fois. Il y en a qui mettent toujours 2 euros. Il y en a qui ont inversé la latitude et la longitude. Il y en a qui sont pas capables de taper la même adresse 2 fois. Donc, et tu pouvais tirer des quantités de trucs hallucinants. Et donc, à un moment, aux étudiants, je disais, attends, le prix de l'essence. Donc, déjà, il faut que tu enlèves toute la outlier, tout le bruit, tu vois. Donc, déjà, il y a un boulot énorme. On avait 8 cours, on avait 8 TP, je crois, de 1 heure et demie. Les étudiants, ils ont bavé, quoi. J'arrivais, le jeu de données est là, ok, démarrage Jupyter Notebook, et après on a utilisé Colab. Et Colab avait, comme chaque année, il y a de la donnée qui se rajoutait. Les dernières années, les machines, elles n'arrivaient pas à gérer la taille des jeux de données. Donc là, on était obligé d'entrer dans les subtilités de la mémoire, un truc comme ça. Mais et à la fin, c'était de dire, c'est pour revenir au point que tu avais exposé tout à l'heure, un prix de la pompe à essence, c'est quoi? C'est le prix du brut, plus le prix du transport, plus un prix d'attractivité. Ça veut dire que la pompe à essence est idéalement située pour attirer du jalon. Donc, nous, on connaissait le prix du brut en fonction de, puisqu'on avait les relevés, on avait la distance par rapport, on pouvait essayer de calculer la distance par rapport à la mer, puisque la majorité, ou en tout cas les raffineries, puisque l'essence vient de là. Donc, est-ce qu'on était capable, en enlevant ces paramètres, de calculer un coefficient d'attractivité? Et tu vois, ça, ce sont des genres de questions où je suis convaincu que tes données dont tu parles, il y a des choses super pertinentes où au bout d'un moment, tu arrives à trouver une petite info comme ça que tu trouves nulle part. Euh, et c'est la qualité du jeu de données. Alors là, quand je prends l'exemple du jeu des données des pompes à essence, il est infernal. Mais il est passionnant parce que c'est là, les étudiants faisaient leur classe sur, voilà, c'est pas des pétales. Hein. Là, je vous dis tout de suite, vous allez voir c'est quoi la réalité d'un jeu de données. Et ils en bavent et après ils disent, oh, heureusement, ils nous avaient filé un jeu de données vraiment, vraiment, vraiment pourri. Heureusement que c'est pas comme ça dans la réalité dans les boîtes. Et là, je l'ai regardé en faisant. Bonne chance pour la vie. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'était une initiation sur la vie. C'était mignon quand tu dis ça, tu vas voir.
Alors, c'était des alternants, des apprentis, pardon. Donc, c'est super passionnant de bosser avec eux parce que c'est souvent des gamins qui sont hyper motivés. Ils sont pris les 2-3 premières claques en arrivant en boîte où ils font en fait, ça fonctionne comme ça. Et ils savent pourquoi ils sont là. Et donc, moi, j'ai eu pratiquement que ça en data. C'était passionnant de bosser avec. Ils étaient challenge. Quand ils étaient pas contents, ils te rentraient dedans. Mais c'est aussi ça qui, tu vois, t'avais envie de bosser avec eux et de leur proposer un truc solide. Ouais. Euh, Julien, ça fait une bonne heure et demie qu'on discute. Je vais malheureusement devoir mettre un terme à tout ça parce que pour toi, audios téléspectateurs, je veux délivrer quelque chose de digestible et que je veux que tu ailles jusqu'à la fin, que tu comprennes l'essence même de la journée de Julien. Malheureusement, on peut pas y mettre 3 heures. Mais j'aurais une dernière question pour toi, c'est est-ce que tu peux laisser une note, une touche, un commentaire que mes audio téléspectateurs vont garder dans leur tête et que ça pourrait germer pour avoir plein d'idées. Ça peut être utiliser Google, ou appeler The Cloud Whisperer, ou ça peut être quelque chose de plus philosophique. Je sais que Jérôme, là, il est pensif, et il doit avoir une grande phrase pour redresser l'humanité, mais c'est toi qui as le micro, Julien. Ouais, tu me prends un dépourvu. Euh, Je peux te c'est- 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 suggérer, si tu veux, ta dernière lecture, par exemple. Si tu as trouvé quelque chose d'intéressant. C'était, comment ça s'appelle? Letting Go de David Hawkins, qui était d'apprendre à lâcher prise et notamment de toutes les différentes échelles d'émotions. C'est lui, alors lui et d'autres l'ont fait, des échelles d'émotions que tu rencontres encore et comment lâcher prise sur chacune pour progresser intérieurement. Et voilà, c'est un très 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 bon livre. Et j'allais te demander, tu l'as mis à la poubelle ou dans la bibliothèque? Ah non, en fait, j'ai très peu. Quand un bouquin me fascine, je le garde et je dois avoir en tout une dizaine. J'ai un Kindle où je garde des tonnes de bouquins. Mais en Ouais. général, c'est tout sauf des bouquins techniques. Et, Mhm. et par exemple, oui, je dois avoir une dizaine de bouquins. Alors, il y a un contre-exemple parce que je vois qu'il y a l'Associate Cloud Engineer officiel Google Cloud Certifications qui traîne dans ma bibliothèque depuis quelques années alors que je dois m'en débarrasser. Et tu vas avoir The Power of Now de Eckhart Tolle, Everything's Belong je ne me souviens plus le nom de cette personne, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, ou les bouquins de Robert Greene. Bref. Voilà, c'est Du plutôt coup, ce genre de bouquin que je lis. enfin, rappelle-moi déjà le nom du premier que tu me donnais, histoire Letting que Go de moi. David Hawkins. Ok. Et du coup, tu le conseillerais à n'importe qui pour mieux progresser dans la vie, ce film. Hmm, Ou il faut attendre une certaine maturité, on peut laisser les ados être un non, peu cons. en fait, c'est plus le bouquin que tu lis, tu fais ah mais j'ai tout compris. Et puis, alors, pour être franc, c'est quand tu me disais est-ce que c'est ton dernier bouquin, c'est un bouquin que j'ai relu et Ouais. que j'ai relu pratiquement depuis 6 ou 7 ans. Et à chaque fois, tu dis ah ça y est, je comprends de quoi il voulait parler. Si j'avais un Ok. bouquin à conseiller, ce serait plutôt The Power of Now, qui est un bouquin qui a l'air de tourner un peu en rond, où à chaque fois on me dit mais comment être heureux dans la vie? Bah, sois présent avec ce qu'il y a autour de toi. Mais comment? Bah, sois présent. Mais comment faire? Bah, sois présent. Et tu sais que tout peut être présent. Et ne t'inquiète pas pour le futur et le passé, tout est présent. Et qu'est-ce que tu dois aimer dans la vie? Tout ce qui est présent. Et personne est comme ça pendant. Mais Je le veux la bouquin, méthode. voilà, c'est ça. Tu cherches exactement ça. C'est que tu lis le bouquin en disant c'est quoi la méthode? Et il te répond mais sois heureux. Mais comment tu fais? Sois heureux et présent. Mais et en fait, enfin, j'adore ce bouquin parce que c'est aussi quelque chose qui tape un peu sur nos constructions mentales où on est tout le temps à chercher quelque chose où en fait le simple acte de décision de dire bah voilà là tout de suite je passe un bon moment avec Anthony et, et, Et Jérôme. je lisais, et chez moi, parce que en plus, je regardais les noms des personnes en dessous, je voyais Anthony, et de l'autre côté, je voyais Claude Mercato. Je me suis dit, c'est bon. C'est C'est moi pas le du moi. fameux Jean-Claude. Comme, j'ai beaucoup de difficultés avec les prénoms, donc dans les réunions, je les note, sinon j'oublie tout le temps la personne avec qui je parle. Ouais. Et,
Et ouais, je passe un bon moment et c'est un choix. Tu peux aussi décider de faire un choix dans ta vie en disant tiens j'ai envie de passer un bon moment. Et Tout à fait. le corps peut résister, ton ego peut résister, mais c'est un choix d'aller dans cette direction. Ok. Bah, merci pour cette petite note de fin, Julien. J'ai très mal vendu mes services, mais tant pis. Non, 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 non. Moi, j'ai apprécié tout ce que tu disais. Il y a aucun souci. Et justement, mon idée, c'était d'interroger quelqu'un qui connaît Google. Et clairement, tu m'as appris pas mal de choses sur Google et sur son fonctionnement et la manière de voir les choses. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Quant à nous, audio téléspectateurs, je suis sûr que tu sais ce que je vais te dire. J'en suis sûr, j'en suis sûr, j'en suis sûr. C'est la fin. Je te remercie d'avoir assisté à tout ça. Ça a duré un bon bout de temps et j'espère que toi aussi tu as trouvé ça intéressant. Je n'ai que une seule ou plusieurs petites choses à te demander qui au final en font qu'une seule. Si tu peux lâcher le bouton like sur YouTube, si tu peux mettre les 5 étoiles sur Spotify, le clic sur l'abonnement, tu sais, le truc on entend clic, tang, nanana, je sais pas quoi, mais ne mets pas les notifications, mets pas la cloche, ça sert à rien, ça c'est une charge mentale. Et sur ce, après ces actions-là, bien sûr, moi, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que tu écoutes ou regardes ce podcast. Au revoir.